Que se passe-t-il ici, au nom de Dieu? La voix de James Whitmore explosa dans la nurserie comme un coup de feu. La lourde porte claqua contre le mur et le bruit fit sursauter les deux nourrissons pâles, assoupis, sur la poitrine de la femme à la peau sombre, attachée à son lit. Il resta figé dans l'embrasure, sa mallette encore à la main, incapable de comprendre la scène devant lui. Maya Williams, 29 ans, sa domestique et gouvernante, douce et méticuleuse, était ligotée à la tête de lit blanche avec des bandes de lin nouées si fort que ses poignets étaient déjà à vif. Son uniforme bleu collait à son corps, humide de sueur et de larmes. Contre sa poitrine, ses jumeaux d'1 an dormaient, blottis dans des directions opposées, leurs petits poings agrippant le tissu de sa chemise, comme si c'était une bouée de sauvetage. Ses lèvres tremblaient. « Monsieur, baissez la voix, je vous en prie. Ils dorment enfin. » « Non ?» La mâchoire de James se crispa. « Ils dorment ? Tu es attaché à un lit avec mes enfants contre toi. Que s'est-il passé ici, bon sang ?» Il lâcha sa mallette qui tomba avec un bruit sourd et entra dans la pièce. L'un des bébés remua au son, mais Maya les berça doucement malgré la tension dans ses bras, murmurant des mots qu'il ne distinguait pas clairement. Son esprit s'emballa. Aucun scénario ne correspondait à ce qu'il voyait. Quelques heures plus tôt, la maison était silencieuse. Margot Whitmore, 38 ans, élégante, parfumée, toujours maîtresse d'elle-même, était entrée dans cette même nurserie, un verre de chardonnay à la main. Ses talons claquaient sur le marbre comme un métronome de mépris. Elle avait trouvé Maya agenouillée sur le tapis, berçant les bébés, des larmes coulant sur ses joues. « Madame » avait murmuré Maya en se levant à l'approche de Margot. « S'il vous plaît, juste 1 heure. Mon fils est à nouveau à l'hôpital. Ils m'ont appelé. Il s'affaiblit. Laissez-moi y aller, je vous en prie. » Margot avait haussé un sourcil, faisant tournoyer le vin dans son verre. « Ton fils? Encore ce garçon maladif? Pourquoi devrais-je être puni parce que tu n'arrives pas à garder un enfant en vie ?» Maya avait supplié, les mains jointes. « C'est tout ce que j'ai. Je cours là-bas et je reviens. Personne ne le remarquera. » Le remarquer? La voix de Margot s'était aiguisée comme une lame. « Moi? Je remarque que tu n'arrives même pas à calmer mes enfants. Tu oses me demander des faveurs ?» Maya avait ravalé sa salive. « Je vous en supplie, Madame Whitmore. » La main de Margot s'était abattue, une gifle si forte que Maya avait vacillé. « Sale ingrate, tu oublies ta place. »« Ne me frappez pas, » avait dit Maya, jetant un regard vers les bébés qui commençaient à pleurer. « Pas devant eux. Tu n'es pas une mère ici. Tu es une servante, » avait rétorqué Margot, les yeux brillants de fureur. Une autre gifle, plus cinglante. Les lèvres de Maya s'étaient fendues, le goût du sang emplissant sa bouche. Elle était tombée à genoux, une main sur sa lèvre saignante, l'autre essayant encore d'apaiser les jumeaux hurlants. « S'il vous plaît, » avait-elle murmuré, la voix brisée. « Ne faites pas ça. Si tu ne peux pas rester à ta place, » avait sifflé Margot, « je vais m'assurer que tu le fasses. » Elle avait arraché une bande de lin de l'armoire, saisi les poignets de Maya et l'avait poussée contre le lit. Les bébés avaient crié au choc, s'accrochant plus fort à sa poitrine. « Non, madame, s'il vous plaît. » Maya s'était débattue, mais Margot, animée par la rancune et le chardonnay, était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Elle avait attaché les bras de Maya au-dessus de sa tête, serrant les nœuds jusqu'à entailler sa peau. Le sang commençait à perler sous les liens, tachant les gants de ménage jaunes que Margot lui avait forcé à porter plus tôt. « Madame, je ne peux pas bouger. C'est dangereux. »« Dangereux ?» avait ricané Margot. « Le seul danger ici, c'est une servante qui oublie qu'elle est irremplaçable. » Elle avait fixé un harnais pour bébé autour de la poitrine de Maya, l'attachant si fort que les jumeaux étaient encore plus collés à elle. « Tu resteras ici, tu les nourriras, tu les calmeras, tu saigneras pour eux s'il le faut. Oublie ton misérable enfant. Il mourra, et toi, tu seras toujours ici à bercer les miens. » Le cœur de Maya se brisa, mais elle continua à fredonner à travers ses larmes. « Ne dis pas ça, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, ne dis pas ça. » Margot inclina la tête avec une pitié moqueuse. « Quand mon mari rentrera, je lui dirai ce que j'ai trouvé. Sa bonne allongée ici, jouant les saintes tout en étant secrètement paresseuse et incompétente. On verra combien de temps tu dureras. » Elle partit en claquant la porte. Les heures s'écoulèrent, lentement. Les poignets de Maya brûlaient sous les nœuds. Sa lèvre la lançait. Les bébés s'agitaient et gémissaient contre sa poitrine, jusqu'à ce que, finalement, l'épuisement l'emporte et qu'il s'endorme. Elle fredonnait doucement, la voix brisée. « Dormez, mes anges. Maman est là, toujours là. » Mais son esprit dérivait vers son propre fils. Était-il réveillé? Pleurait-il pour elle? Demandait-il pourquoi elle n'était pas venue? Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait,
la tira de sa torpeur. James Whitmore se tenait maintenant dans l'embrasure, son costume bleu marine impeccable, le visage blême. Il fixait ses jumeaux attachés à la poitrine ensanglantée de Maya, ses poignets ligotés cruellement au-dessus de sa tête. « Je n'ai pas fait ça », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Monsieur, je vous le jure !» Il s'approcha, ses yeux passant sur les marques rouges sur ses bras, la lèvre fendue. Sa voix se transforma en un grognement. Alors qui ? Du couloir parvint le claquement familier des talons. Margot apparut dans l'embrasure, ses lèvres rouges esquissant un sourire narquois. Elle sirotait nonchalamment un nouveau verre de vin, comme si rien au monde n'était anormal. « Oh chérie !» dit-elle d'un ton mielleux, feignant l'innocence. « Tu n'étais pas censé rentrer si tôt ?» James tourna brusquement la tête vers elle. « Margot, que se passe-t-il ici ?» Elle haussa un sourcil, entrant dans la pièce avec une grâce calculée. « Exactement ce que tu vois. Je l'ai surprise à se prélasser, allongée dans notre lit pendant que les bébés pleuraient. Tu peux le croire ? Alors, je me suis assuré qu'elle ne s'enfuit pas et ne les néglige plus. »« C'est un mensonge !» s'écria Maya, la voix brisée. « Monsieur, je vous en prie, vous devez me croire. » James leva une main pour la faire taire, mais garda son regard fixé sur sa femme. « Tu l'as attachée. Tu l'as frappée. » Margot haussa les épaules, faisant tournoyer la tige de son verre à vin entre ses doigts manucurés. « Ne sois pas dramatique. C'est une bonne. Elle n'a pas le droit de partir quand ça lui chante. Surtout pas pour courir à l'hôpital pour ce gamin malade dont elle parle sans cesse. Franchement, j'en ai assez d'entendre ça. » Les mots frappèrent Maya comme un poignard. Sa tête s'abaissa, des larmes coulèrent. « Mon fils !» murmura-t-elle. « Il est en train de mourir, et elle ne m'a pas laissé le voir. » James se tourna vivement vers Maya. « Ton fils ? Tu ne m'as jamais dit que tu avais un enfant. » La poitrine de Maya se soulevait à chaque respiration saccadée. « Je ne voulais pas perdre ce travail. J'en avais besoin pour payer ses médicaments. Je pensais que si je travaillais assez dur, je pourrais gérer les deux. » « Mais elle !» Elle s'étrangla, incapable de continuer. Margot ricana. « Tu vois, elle cache des choses. Elle n'est pas digne de confiance. C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'aurait pas dû l'embaucher. Regarde-la pleurer, pathétique, jouant les victimes tout en s'accrochant à nos enfants comme s'ils étaient les siens. » James abattit son poing contre la tête de lit, faisant sursauter Maya. « Assez !» rugit-il, fusillant sa femme du regard. « Comment oses-tu traiter un être humain comme ça dans ma maison ? Comment oses-tu mettre en danger la sécurité de mes enfants juste pour l'humilier ?» Le sourire de Margot vacilla. « Mettre en danger ? Ne sois pas ridicule. Les bébés vont bien. » Les yeux de James brûlaient. « Bien ? Attaché à une femme qui n'a ni mangé, ni reposé, saignant sous tes nœuds. Tu t'entends parler ?» Maya berçait doucement les bébés, les apaisant pour qu'ils se rendormissent, malgré la douleur dans ses poignets. James s'approcha d'elle, sa voix s'adoucissant. « Maya, raconte-moi tout depuis le début. » Elle secoua la tête, honteuse. « Monsieur, je ne veux pas d'ennui. Je voulais juste bien servir. » La gorge de James se serra. Il regarda les yeux gonflés de Maya, puis les nourrissons qui, malgré tout, dormaient paisiblement contre elle. Sa poitrine le faisait souffrir. « Margot !» dit-il lentement, la voix tremblante de fureur contenue. « Est-ce vrai ?» Elle leva les yeux au ciel. « Oh, ne joue pas les saints, James. C'est toi qui l'as embauché. Tu m'as laissé seul à tout gérer pendant que tu jouais l'homme d'affaires à l'étranger. Tu crois que je vais laisser une bonne me manquer de respect sous mon propre toit ? » Elle devait apprendre. « Apprendre ou souffrir ?» murmura James. Il se tourna vers Maya, détachant doucement les nœuds qui meurtrissaient ses poignets. Elle grimaça, mais ne se dégagea pas. Il souleva délicatement les jumeaux de sa poitrine et les prit dans ses bras, leur petit visage niché contre son costume. Ses yeux ne quittèrent jamais sa femme. Ses enfants lui faisaient plus confiance qu'à leur propre mère, dit-il doucement. Et maintenant, je sais pourquoi. La bouche de Margot s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. James prit une profonde inspiration, regardant entre sa femme et la bonne qui avait porté en silence le poids de son absence. « Ça s'arrête ce soir, » dit-il froidement. Pendant un instant, son regard s'adoucit en regardant Maya, ses joues striées de larmes, sa lèvre saignante, les marques rouges sur ses poignets. « Tu verras ton fils ce soir, Maya, » dit-il fermement, pas en tant que servante qui vole des heures, mais en tant que mère qui mérite d'être aux côtés de son enfant. Des larmes coulèrent sur les joues de Maya, alors qu'elle serrait les jumeaux une dernière fois avant de les lâcher. « Merci » murmura-t-elle. James se redressa, ses yeux se posant sur sa femme, qui tremblait maintenant dans sa robe de soie. « Tu voulais la briser » dit-il calmement. « Au lieu de ça, tu as brisé ce mariage. À partir de ce moment, rien ne sera plus jamais pareil pour toi ou pour cette maison. » Le verre de vin glissa des mains de Margot et se brisa sur le sol de marbre.
Pour la première fois depuis des années, l'équilibre des pouvoirs dans le manoir Whitmore bascula. Les yeux de Margot s'enflammèrent d'incrédulité. Le fracas du verre résonnait encore dans la nursery, ses éclats scintillant sur le marbre comme de petits poignards de vérité. Pour la première fois en 8 ans, elle se tenait sans l'armure du pouvoir, et cela la secouait. « Tu n'es pas sérieux », cracha-t-elle, avançant d'un pas vers James. Il ne broncha pas, tenant l'un des jumeaux dans ses bras pendant que l'autre reposait contre son épaule. Les bébés s'agitaient, mais restaient calmes. Leur innocence était assourdissante dans la tension. « Je ne suis pas manipulé », dit James calmement. « Je suis réveillé. » Le rire de Margot était sec, froid. « Tu te fais berner par une histoire larmoyante. Une bonne avec un fils bâtard, qui n'est probablement même pas malade. » Maya inspira brusquement depuis son coin. Ses genoux tremblaient, alors qu'elle se pressait contre le cadre du lit, essayant de se faire plus petite que la douleur dans sa poitrine. « Assez, » grogna James. « Ne parle pas de son enfant. Tu ne sais rien de ce que c'est que de se battre pour quelqu'un sans rien avoir. » Margot ricana. « Oh, s'il te plaît, ne fais pas comme si c'était une question de justice. Tu es juste humilié d'avoir perdu le contrôle de ta propre maison. » James avança d'un pas. « Oui, j'ai perdu le contrôle. Et je le reprends dès maintenant. » Il se tourna vers Maya, sa voix douce comme un linge chaud sur une blessure. « As-tu quelque chose avec toi? Un sac? Ton téléphone ?» Maya cligna des yeux, stupéfaite par son ton. « Non, monsieur. » Madame Whitmore. Elle l'a pris. James regarda Margot. « Où est son téléphone ?» « Je ne sais pas, » répondit Margot froidement, les bras croisés. Elle l'a probablement perdu. Elle perd tout. « Maya, » dit James doucement. « Dans quel hôpital est ton fils ?»« Saint Luke's, » répondit-elle, sa voix presque inaudible. « En centre-ville. » James pivota sur ses talons. « Alors c'est là qu'on va, tout de suite. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Monsieur, je ne peux pas y aller comme ça. » Il baissa les yeux sur son uniforme déchiré, les taches rouges sur son col. Son visage était encore gonflé, ses bras tremblèrent de douleur. Elle ne pouvait pas marcher, encore moins traverser un hall d'hôpital avec dignité. Sans un mot, James tendit l'un des jumeaux à Maya, puis disparut dans le couloir. Margot le suivit comme une ombre possédée. « Tu fais une erreur. Tu ne réfléchis pas clairement. »« Je réfléchis plus clairement que jamais, » répondit-il sans se retourner. Il revint quelques minutes plus tard, avec un long trench coat beige de Margot et une écharpe en soie. Avec précaution, il enroula le manteau autour des épaules de Maya, le nouant à l'avant, puis drapa l'écharpe doucement sur sa tête. « Tu n'as pas besoin d'avoir l'air de ce qu'elle t'a fait, » murmura-t-il. Les larmes montèrent aux yeux de Maya. « Monsieur, Il secoua la tête. « James, appelle-moi James. » Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. La voix de Margot claqua comme un fouet. « Je ne te laisserai pas partir avec elle. C'est ma maison. Elle travaille pour moi. » James se tourna vers elle, les yeux glacials. « Elle ne travaille plus pour toi. Elle ne travaille pour personne ce soir. Ce soir, elle est une mère, et je te suggère de ne pas te mettre en travers de mon chemin. » Margot avança, la poitrine soulevée par la colère. « Et que vas-tu dire à la presse, James? Que le grand James Whitmore a abandonné sa femme pour la bonne. Je dirai la vérité, » répondit-il. « Que la femme que j'ai épousée est devenue quelqu'un que je ne reconnais plus, et que la femme que j'ai presque ignorée a sauvé mes enfants sans rien demander en retour. » Maya se leva avec difficulté, le manteau enroulé étroitement autour d'elle. Les jumeaux avaient été doucement déposés dans leur berceau, toujours endormis, inconscients de la guerre qu'était devenue leur maison. James tendit la main à Maya. Elle la fixa un instant avant de poser sa paume dans la sienne. Elle était chaude, stable. Ensemble, ils passèrent devant Margot, qui restait immobile, la fureur s'accumulant dans le silence qu'elle ne pouvait contrôler. Ses ongles manucurés s'enfoncèrent dans sa propre peau, mais elle ne dit rien. James guida Maya vers la porte d'entrée, dans l'air frais de la nuit de Charleston. L'allée était vide, sauf pour le SUV noir élégant garé près de la fontaine. Il ouvrit la portière côté passager, aidant Maya à monter avant de s'installer au volant. Alors que le moteur démarrait, le bourdonnement discret de la musique classique à la radio emplit l'espace. Maya restait assise, raide, les mains croisées sur ses genoux, ses yeux fixés droit devant, mais son cœur était ailleurs. « Merci, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à me remercier, » dit James. « Tu ne méritais rien de tout ça, et j'aurais dû le savoir. J'aurais dû poser plus de questions. Je ne m'attendais pas à ce que vous le fassiez, » dit Maya. « La plupart des gens ne posent pas de questions sur les femmes comme moi. » James lui jeta un regard, la gorge nouée par le regret. « Ça s'arrête ce soir. » La route s'étendait, longue et sombre, bordée de chênes drapés de mousse et de domaines silencieux.
Mais pour Maya, le monde se réduisait à une petite chambre d'hôpital, un visage d'enfant, un espoir. « Quel âge a ton fils ?» demanda James doucement. « 7 ans, répondit-elle. Il s'appelle Elijah. Il est intelligent, tellement intelligent. Il aime les oiseaux. Il veut être vétérinaire pour la faune un jour. » James esquissa un léger sourire. On dirait quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. Maya hocha la tête, la voix à peine audible. « Il est tout pour moi, et je n'étais pas là. Tu y vas maintenant, dit James, et tu seras là tous les jours désormais. C'est ma promesse. » Ils roulèrent en silence un moment, les lumières de la ville apparaissant au loin comme des étoiles distantes. James tendit la main et baissa la musique, ses pensées assez bruyantes. « Maya, dit-il, ce qui s'est passé ce soir, on ne peut pas revenir en arrière. » Elle le regarda. « Je sais, je ne la laisserai plus vous faire du mal. Je vous crois. » Ils s'arrêtèrent dans l'allée circulaire de Saint-Luc. Les lumières des urgences éclairèrent le trottoir, projetant des teintes rouges et bleues sur le pare-brise. Le souffle de Maya se bloqua dans sa gorge alors qu'elle fixait l'entrée de l'hôpital. « Tu es prête ?» demanda James. « Non, » répondit-elle honnêtement. « Mais je dois l'être. » Il l'aida à sortir, sa main stable sur son coude, alors qu'ils entraient. L'infirmière à l'accueil reconnut Maya immédiatement, ses yeux s'écarquillant. « Vous êtes sa mère ?» dit-elle doucement. « Oui » répondit Maya, la voix tremblante. « Nous ne pensions pas que vous viendriez. » James avança. « Elle est là maintenant. Peut-elle le voir ?» L'infirmière hocha rapidement la tête. « Chambre 408. » Il la réclamait. Les genoux de Maya faillirent céder. En approchant de la chambre, James recula, laissant Maya prendre la tête. Ses mains se posèrent sur la porte, s'arrêtant un instant. Puis elle l'ouvrit, et à l'intérieur, un garçon aux joues pâles et aux yeux fatigués s'illumina pour la première fois depuis des jours. « Maman » souffla-t-il. « Je suis là, bébé » s'étrangla Maya, traversant la pièce en quelques secondes. « Maman est là » James resta silencieux dans l'embrasure, observant la réunion avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la révérence. Et pour la première fois, il se demanda ce que signifiait reconstruire une vie, non pas avec du pouvoir, mais avec un but. Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour montrer votre soutien à Maya et partagez votre ville ou votre région dans les commentaires pour voir d'où tout le monde suit cette histoire. La chambre d'hôpital était faiblement éclairée, baignée d'une douce lueur ambrée provenant d'une petite lampe dans le coin. Les machines bourdonnaient doucement autour du lit étroit où reposait Elijah, pâle et immobile, les yeux cernés de fatigue, mais grands d'espoir. Ses petits doigts tressaillirent lorsqu'il la vit. « Maman » murmura-t-il encore, plus sûr cette fois, comme s'il craignait que ce ne soit un rêve. Maya se précipita à son chevet, ses genoux heurtant le carrelage alors qu'elle se penchait sur lui, ses mains tremblantes encadrant son visage. « Je suis là, bébé. Maman est là. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps. Je suis tellement désolé. » Les lèvres d'Elijah esquissèrent un faible sourire. « Tu t'es encore fait gronder ?» Maya laissa échapper un rire étranglé entre ses larmes. « Un peu. » Ses yeux papillonnèrent. « Elle t'a crié dessus ?»« Elle a fait plus que ça, » dit Maya doucement. Elle retira l'écharpe de sa tête, révélant les bleus et les coupures sur sa tempe et sa mâchoire. Mais quelqu'un a enfin pris notre défense. Depuis l'embrasure, James restait immobile, observant la réunion silencieuse avec une émotion complexe qui lui serrait la poitrine. C'était comme assister à un moment sacré, brut, untouched par la richesse ou le pouvoir. Il se sentait déplacé, et pourtant étrangement lié à cela, comme si être témoin était un privilège. Les yeux d'Elijah se posèrent sur lui. « C'est qui ?» Maya se tourna, puis tendit la main vers celle de James, se surprenant elle-même. « C'est Monsieur Whitmore. Il m'a amené ici. » Le garçon l'étudia attentivement. « T'es le patron. » James s'agenouilla lentement à la hauteur d'Elijah. « C'est exact. Mais ce soir, je suis juste quelqu'un qui devait faire ce qui est juste. » Il y eut un silence avant qu'Elijah ne hoche la tête solennellement. « Merci de ne pas être méchant avec ma maman. » James déglutit. « Elle est meilleure que la plupart des gens que je connais. » Maya tendit la main et caressa doucement les cheveux d'Elijah. « Je ne peux pas rester longtemps. Les heures de visite sont presque terminées. »« Non !» dit James doucement. « Tu ne pars pas ce soir. » Maya cligna des yeux. « Mais je n'ai rien apporté. Pas de vêtements, pas de sac. Je ferai envoyer ce dont tu as besoin, dit-il. Reste aussi longtemps que tu veux. Ta place est ici. » Elle baissa les yeux, submergée. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne le fais pas, dit-il. Occupe-toi juste de ton fils. » Une infirmière frappa doucement à la porte. « Excusez-moi, monsieur Whitmore. Il y a une femme dans le hall. Elle dit qu'elle est votre femme. Elle exige de vous voir.
Maya se raidit. La mâchoire de James se serra. « Je m'en occupe, dit-il. » Il se tourna vers Maya. « Tu restes ici. Quoi qu'il arrive, je veux que tu sois avec ton fils ce soir. Tu m'entends ?» Elle hocha la tête. « Oui, James. » Il lui adressa un petit sourire fatigué avant de suivre l'infirmière. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall principal de l'hôpital. Et Margot faisait les 100 pas comme une tempête en talons de créateur. Elle portait encore sa robe de soie, maintenant froissée et déplacée sous les lumières fluorescentes crues. Son maquillage commençait à s'effriter, son rouge à lèvres s'estompant au coin de sa bouche tendue. « Te voilà », siffla-t-elle en le voyant. « Tu m'as humilié. » James resta calme. « Tu t'es humilié toi-même. Je suis ta femme. » Claqua-t-elle. « Tu ne m'abandonnes pas pour une bonne. »« Je ne t'ai pas abandonné, » dit-il froidement. « J'ai juste arrêté de protéger un mensonge. » Margot croisa les bras. « Et maintenant, tu penses jouer les héros? Traîner cette femme partout et prétendre être un homme moral du peuple ?» James ne broncha pas. « Non, je vais prendre mes responsabilités pour avoir laissé le mal grandir sous mon toit. » Ses narines frémirent. « Tu exagères. »« Vraiment ?» Il s'approcha. « Tu l'as agressé, affamé, attaché à un lit. Tu as mis nos enfants en danger par pure jalousie. Et ensuite, tu m'as menti. Elle t'a manipulé. Elle a demandé 1 heure pour voir son fils mourant, grogna James. Et tu l'as battu pour ça. » Le masque de Margot se fissura une seconde. Ses yeux vacillèrent, non de regret, mais de peur. Les fondations du contrôle qu'elle avait construites pendant des années commençaient à s'effondrer. « Je veux qu'elle soit virée, » dit-elle immédiatement. « Ou j'appelle mon avocat. » James secoua la tête. Elle ne va nulle part. « Toi, si. » La bouche de Margot s'ouvrit. « On parlera de séparation légale dès demain matin, » dit-il. « D'ici là, je veux que tu quittes la maison ce soir. »« Tu me mets dehors ?» cracha-t-elle. « Je protège mes enfants, » répondit-il, d'une personne devenue dangereuse. « Tu n'es plus la femme que j'ai épousée, Margot. Tu es quelque chose de cruel et calculateur, et je ne te laisserai rien détruire d'autre. » Des larmes montèrent aux yeux de Margot, mais James n'y croyait plus. « Tu le regretteras, » dit-elle doucement. « Non, » répondit-il. « Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu clair en toi plus tôt. » Margot tourna les talons et sortit en trombe dans la nuit. De retour à l'étage, Maya était assise au chevet d'Elijah, tenant sa main pendant que la perfusion goûtait lentement à côté de lui. Il s'était endormi, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. La porte s'ouvrit et James entra. Plus calme maintenant. « Elle est partie, » dit-il. Maya hocha la tête. « Je m'en doutais. » Il s'assit dans le fauteuil du coin, posant sa tête en arrière, les yeux fermés. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, » murmura-t-il. « Moi non plus, » chuchota-t-elle. Mais pour l'instant, ça suffit. Ils restèrent assis en silence. Une mère et un homme qui avaient enfin choisi de faire ce qui était juste, même s'il était trop tard pour tout réparer, mais pas trop tard pour recommencer. Le bourdonnement des machines hospitalières créait un rythme doux dans la pièce, comme le battement silencieux d'un cœur blessé. Elijah dormait paisiblement, sa petite main toujours enroulée autour du doigt de Maya, comme s'il craignait de lâcher prise, même dans ses rêves. Maya était appuyée dans le fauteuil à côté de son lit, sa tête reposant doucement contre le bord, épuisée, mais refusant de dormir. James observait depuis le coin de la pièce. Il n'avait pas bougé depuis plus d'1 heure, restant simplement assis en silence, la cravate desserrée, les manches retroussées. Quelque chose dans cet espace, les murs bleu pâle, les bips discrets, l'odeur d'antiseptique, l'avait changé. L'homme d'affaires inébranlable et tranchant d'hier ressemblait désormais à un homme qui avait vu les failles de son âme. « Je devrais appeler un avocat », dit-il doucement. Maya leva les yeux, son regard doux mais prudent. « Pourquoi faire ? Pour commencer la procédure de séparation, pour mettre Margot en demeure légalement. Pour te protéger, dit-il. Pour protéger les jumeaux. » Maya hésita, sa voix à peine audible. « Je ne veux pas causer de problème. » James esquissa un sourire amer. « Tu n'en as pas causé. Les problèmes étaient déjà là. Tu as juste allumé une chandelle dans l'obscurité et m'as montré où il se cachait. » Maya baissa les yeux, incertaine de comment répondre. On ne l'avait jamais félicité pour avoir dit la vérité, encore moins par quelqu'un comme lui. Il se leva lentement et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. « Tu sais, je pensais que le pouvoir c'était le contrôle, que si tout était en ordre sur le papier, dans les affaires, à la maison, on gagnait. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que le pouvoir sans gentillesse n'est pas de la force. C'est juste de la peur qui porte une cravate. » Maya offrit un sourire discret. Parfois, la peur ressemble à la perfection. James se tourna vers elle. « Tu dois me trouver pathétique. Je pense que tu essaies, » répondit-elle.
Et c'est plus que ce que font la plupart des gens. Un léger coup à la porte interrompit le moment. Une jeune infirmière entra avec un sourire chaleureux et un plateau repas. « Madame William, nous vous avons apporté quelque chose. La nourriture de l'hôpital n'est pas terrible, mais c'est chaud. » Maya cligna des yeux. « Je n'ai rien commandé. » L'infirmière sourit plus largement. « Nous savons. Le docteur Garcia nous a demandé de préparer quelque chose pour la maman. Il a dit que ça faisait longtemps que vous attendiez ça. » Maya tendit la main vers le plateau, ses mains tremblant légèrement. Alors que l'infirmière partait, elle s'assit lentement et regarda la nourriture. Rien d'extraordinaire, mais c'était réel, nourrissant. C'était le premier vrai repas qu'elle voyait depuis plus de 24 heures. « Tu devrais manger, » dit James, elle le regarda. « Tu vas rester ?»« Si ça te va, » répondit-il. Maya hocha la tête, puis prit une petite bouchée. Son corps réagit immédiatement, reconnaissant et affamé. Elle ferma les yeux, savourant la chaleur dans son ventre. James s'assit à côté d'elle, silencieux mais présent. Après un moment, Elijah remua. Il ouvrit les yeux, l'air groggy, et cligna des paupières en les regardant. « Salut » dit Maya, caressant doucement ses boucles. « Tu as faim, toi aussi ?» Elijah secoua la tête. L'homme est resté. James se pencha en avant. « Toujours là, petit. » Elijah l'observa un instant. « Tu as des enfants ?» James hocha la tête. « Oui, 2 bébés. Comme tu l'as dit, bruyants et toujours affamés. » Elijah sourit faiblement. « Tu es gentil avec eux ?» James marqua une pause. « J'apprends à l'être. » Elijah regarda Maya. « Il est correct, maman. Je pense qu'il est gentil maintenant. » Maya rit, les yeux humides. « Je pense aussi. » Le moment fut interrompu par le bourdonnement du téléphone de James sur le fauteuil. Il vérifia l'écran. C'était un message de son assistant. Équipe juridique contactée. Réunion prévue à 9 heures. L'avocat de Margot a pris contact. Plus de détails à venir. Il soupira et posa le téléphone face cachée. La vraie tempête allait commencer. « Tu n'as pas à t'impliquer là-dedans, » dit Maya doucement. « Je m'en sortirai. Tu en as déjà fait plus que quiconque. » James secoua la tête. « Je ne fais pas ça pour la galerie, Maya. Ce n'est pas une question de jouer les héros. C'est une question de responsabilité. Pour moi. Pour mes enfants. » Elle hocha lentement la tête. Mais une partie d'elle peinait encore à croire que c'était réel. Qu'un homme comme lui se tiendrait à ses côtés. Non pas comme un sauveur, mais comme un égal. Alors que la nuit s'épaississait, Elijah se rendormit. Maya le borda doucement, effleurant son front de ses lèvres. Puis elle se tourna vers James, la voix basse. « Ah, tu sais que je ne peux pas retourner chez toi. »« Je sais, » dit-il. « Et tu n'auras pas à le faire. » Elle le regarda surprise. « J'ai déjà arrangé pour que toi et Elijah restiez dans l'une de mes propriétés, » poursuivit-il. « C'est petit, juste à l'extérieur de la ville, sûr, calme, un endroit où vous pourrez tous les deux guérir. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Je ne peux pas accepter ça. »« Si tu peux, » dit-il, « parce que ce n'est pas un cadeau. C'est le moins que je puisse faire pour réparer les choses, et parce que je veux que tu aies à nouveau des choix. » Des larmes se formèrent dans ses yeux, mais elle les repoussa. « Tu n'es pas l'homme que je pensais. » James sourit tristement. « Moi non plus. » La pièce plongea dans un silence doux, seulement troublé par la respiration légère d'un garçon endormi. Le rythme de 2 vies brisées commençant à se réparer. Dehors, la première lueur de l'aube glissa sur la ville. Un nouveau jour était arrivé. Le soleil matinal filtrait à travers les stores, projetant de fines rayures dorées sur le lit d'hôpital d'Elijah. Maya était assise à son côté, une main caressant doucement ses cheveux, l'autre tenant une tasse de thé tiède. Elle n'avait pas dormi, mais elle ne se sentait pas fatiguée, pas de la manière habituelle. Quelque chose en elle avait changé, encore fragile, mais debout. James revint avec 2 cafés fumants et un sac en papier. « Tu n'as pas beaucoup mangé hier soir, » dit-il doucement, lui tendant le sac. « Je me suis dit que quelque chose de chaud te réveillerait peut-être. » Maya hésita. « Tu n'étais pas obligé. »« Je voulais le faire, » interrompit-il gentiment. Elle prit le sac et l'ouvrit pour trouver un simple sandwich de petit déjeuner et une petite coupe de fruits. Rien d'extravagant, mais cela signifiait plus que le plus grand festin. Cela signifiait que quelqu'un avait pensé à elle. « Merci » murmura-t-elle. James s'assit en face d'elle, sirotant son café, les yeux dérivant vers Elijah. « Il a l'air mieux ce matin, » dit-il. Sa couleur revient. Sa fièvre est tombée vers 3 heures du matin, ont dit les infirmières. Peut-être qu'il a passé un cap. Maya sourit. Il est fort. Il a dû l'être, dit-elle, la voix basse. Nous l'avons tous les deux été. Ils restèrent assis en silence un moment, un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Il les enveloppait doucement, comme une couverture réchauffant 2 personnes qui avaient oublié ce qu'était le confort. Puis, un coup à la porte. Une jeune femme entra,
vêtue d'un tailleur pantalon gris anthracite, un porte-bloc à la main, des lunettes perchées sur le nez. Elle semblait être le genre de personne qui résout les problèmes pour les hommes puissants. « Monsieur Whitmore, dit-elle. James se leva. « Oui, je suis Andrea Paulson, de Whitmore Legal. Vous avez demandé une consultation privée ce matin. Nous avons sécurisé une salle de conférence discrète dans le couloir. Je peux vous mettre à jour maintenant si vous êtes prêt. » James hocha la tête, puis regarda Maya. « Ça ne te dérange pas ?» Elle secoua la tête. « Vas-y, je serai là. » Alors qu'il suivait Andrea, Maya se tourna vers Elijah. Le garçon remua, clignant des yeux à moitié ouverts. « Le gentil monsieur est parti ?»« Juste pour un moment, » dit Maya souriant. « Il a des trucs importants à faire pour le travail. » Elijah hocha la tête, les yeux se refermant. « Je l'aime. » Maya se pencha et embrassa son front. « Je crois que moi aussi. » Pendant ce temps, dans la petite salle de conférence au bout du couloir, Andrea posa un dossier devant James. « D'abord, les bonnes nouvelles, » commença-t-elle. « Nous avons gelé les comptes conjoints et sécurisé la garde des enfants sous une protection d'urgence temporaire. Compte tenu des abus documentés, nos chances d'obtenir la garde complète sont élevées, surtout avec les rapports de l'hôpital et le témoignage de Maya. » James exhala, un poids qu'il ne savait pas porter commençant à s'alléger. « Et les mauvaises nouvelles ?» demanda-t-il. « Les avocates de Margot préparent la guerre, » dit Andrea platement. « Elle a déjà fait fuiter une version partielle de l'histoire à un tabloïd. Une version où vous avez une liaison avec votre bonne et où vous êtes devenu fou. » Il joua sur l'image. James rit sèchement. « Ah, bien sûr qu'ils le font. J'ai engagé une équipe de gestion de crise, » ajouta Andrea. « Mais nous devons être proactifs. Si vous voulez protéger Maya, il faudra rendre la vérité publique à vos conditions. » James se raidit. « Je ne veux pas qu'elle soit traînée dans la boue. »« Elle l'est déjà, » dit Andrea doucement. « Mais si vous ne parlez pas en premier, ils définiront le récit. Vous ne pouvez pas la protéger en restant silencieux. » Il hocha lentement la tête. « Alors, nous parlons. » De retour dans la chambre d'hôpital, une infirmière entra discrètement et adressa un hochement de tête gentil à Maya. « Les résultats d'Elijah sont arrivés, » dit-elle. « Nous discuterons des options de traitement cet après-midi, mais ça s'améliore. » Maya relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. « Merci. Il a de la chance de vous avoir, » ajouta l'infirmière. La plupart des enfants ne se battent pas aussi fort s'ils ne savent pas que quelqu'un se bat pour eux. Maya cligna des yeux pour retenir ses larmes. J'ai essayé. Quand James revint, Maya remarqua que sa posture avait changé, plus concentrée, plus tranchante. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il, reprenant place à côté d'elle. « Margot rend les choses compliquées. Elle dit à la presse que nous avons une liaison. » L'estomac de Maya se noua. « Quoi ?» James leva une main. « Ce n'est pas vrai, et j'ai dit à mon équipe de mettre fin à ça, mais ça veut dire que les choses risquent de devenir moches. Je ne vais pas te mentir. » Maya fixa la couverture sur le lit d'Elijah, agrippant son bord. « Ils vont salir mon nom. »« Ils vont essayer, dit-il. Mais je ne les laisserai pas réussir, et je ne les laisserai pas t'effrayer. » Elle le regarda, les yeux scrutateurs. « Pourquoi fais-tu ça, James ? Vraiment ?» Il resta silencieux un long moment avant de répondre. « Parce que j'aurais dû voir la vérité plus tôt. Parce que des gens comme moi n'ont pas souvent une seconde chance de faire ce qui est juste. Et parce que j'ai vu comment tu tiens mes enfants comme s'ils étaient les tiens. J'ai vu comment tu aimes ce monde, même quand il est cruel avec toi. Ça compte. » Maya cligna des yeux, les larmes menaçant à nouveau. « Tu ne me dois rien, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il. « Mais je me dois d'être meilleur que ce que j'ai été, et je veux commencer par te protéger. » Ils restèrent assis ensemble, le poids du monde, juste derrière les murs de l'hôpital. Mais pour cet instant, dans cette pièce, ils ne pouvaient pas les atteindre. Plus tard dans l'après-midi, Elijah ouvrit les yeux plus grands qu'auparavant, une touche de couleur revenant à ses joues. Il esquissa un faible sourire. « Maman, quand on rentrera à la maison, on pourra avoir un chien ?» Maya rit. « Concentrons-nous d'abord sur ton retour à la maison. » James sourit. « Je pense que c'est un bon plan. » Et pour la première fois depuis longtemps, le mot « maison » ne semblait pas être quelque chose que Maya devait craindre. Cela ressemblait à quelque chose qu'elle pourrait reconstruire, à partir des ruines, avec son fils, et peut-être même avec quelqu'un qui la voyait enfin. 3 jours passèrent dans un tourbillon de couloirs d'hôpital, d'horaires de médicaments et de conversations douces aux heures calmes de l'aube. Elijah répondait bien au traitement, sa fièvre disparaissant, son appétit revenant, et les ombres creuses sous ses yeux s'estompant lentement. Mais à l'extérieur de la sécurité de la chambre 408, le monde tournait plus vite et plus fort. Maya était assise, près de la fenêtre dans des vêtements,
propre, un jean simple et un chemisier bleu marine apporté par l'assistant de James. Les bleus sur son visage commençaient à jaunir. La douleur dans ses poignets s'était atténuée en un élancement. Elle semblait presque ordinaire maintenant, mais rien en elle ne se sentait ordinaire. James entra dans la pièce avec une tablette à la main. Sa mâchoire était crispée. « Ils ont publié l'article », dit-il. Les épaules de Maya se raidirent. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» James lui tendit la tablette. Sur l'écran, un titre de tabloïd criard. Un milliardaire quitte sa femme mondaine pour une romance secrète avec la nounou. Avec une photo de Maya entrant dans l'hôpital, enveloppée dans le manteau et l'écharpe qu'il lui avait donnée. Son visage n'était pas entièrement visible, mais sa couleur de peau, sa silhouette, l'histoire fabriquée autour d'elle, c'était suffisant. Maya déglutit difficilement. « Ils ont fait de moi un scandale. »« Ils ont fait de toi un mensonge, » dit James. « Mais je peux réparer ça. » « En faisant quoi? En les laissant traîner mon nom dans les tribunaux? En transformant ma vie en divertissement? Je vais parler, dit-il. Nous organisons une conférence de presse demain matin. Je leur donnerai la vérité. Maya le fixa. Et quelle est la vérité, James? Qu'une bonne a été battue et emprisonnée dans ta maison. Qu'elle dormait sur le sol pour s'occuper de tes enfants pendant que ta femme portait des diamants. Qu'elle a supplié de voir son fils mourant et a été punie pour ça. James s'assit, la voix ferme. La vérité, c'est que j'étais aveugle, que j'ai laissé le pouvoir réduire au silence ce que j'aurais dû protéger et que je ne laisserai plus cela arriver. Elle détourna le regard, la tempête en elle montant. Tu risques tout, ta société, ta réputation, pour moi. Je ne le fais pas pour toi, dit-il. Je le fais pour ce qui est juste. Un long silence suivit. Les doigts de Maya tremblaient sur ses genoux. Je ne t'ai jamais demandé de me sauver. Je sais, dit James, mais tu as sauvé mes enfants. Ce n'était pas ton travail non plus. Maya regarda Elijah, qui était maintenant assis dans son lit, fredonnant doucement en dessinant des oiseaux au dos d'un menu de petit déjeuner avec un crayon. « Si nous faisons ça, dit-elle doucement, nous le faisons jusqu'au bout. La vérité, mon nom, pas de cachotterie. » James hocha la tête. « D'accord. » Cette nuit-là, Maya dormit à côté d'Elijah dans un fauteuil inclinable, sa main serrée dans la sienne. James resta dans le fauteuil du coin, son ordinateur portable ouvert mais intact. Au lieu de cela, il les observait, cette mère et ce fils qui avait traversé plus de tempêtes que la plupart des familles n'en verraient jamais, et ce demanda pourquoi il lui avait fallu 44 ans pour comprendre ce qui comptait. Le lendemain matin, l'administration de l'hôpital prêta à James leur salle de conférence de presse, un petit auditorium au sol poli et aux murs beige. Les rangées de reporters s'installèrent rapidement, l'air chargé d'anticipation. Dehors, des camionnettes avec des antennes paraboliques envahissèrent le parking. James se tenait derrière le pupitre, vêtu d'un simple costume bleu marine, non taillé sur mesure, non repassé à la perfection, juste assez pour sembler humain. Il ajusta le micro. « Merci à tous d'être ici. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je veux parler simplement et honnêtement. » La salle se tut. « Je m'appelle James Whitmer. Pendant près de 2 décennies, j'ai bâti des entreprises, négocié des contrats et maintenu une image de succès. Je croyais en la discipline, en l'ordre, en les apparences. » Il marqua une pause, puis jeta un coup d'œil en coulisses où Maya se tenait, tenant la main d'Elijah. Son dos était droit, ses yeux fermes. J'ai aussi cru, à tort, que le silence était de la neutralité, que ne pas voir un problème signifiait qu'il n'en existait pas. Il prit une inspiration. Il y a 2 semaines, pendant que j'étais à l'étranger pour affaires, la femme qui se tient juste à l'extérieur de cette pièce, Maya Williams, a été agressée et emprisonnée dans ma maison par quelqu'un en qui j'avais confiance. Elle était notre gouvernante et la personne qui s'occupait de mes enfants. Et pendant que je voyageais à travers le monde pour gagner de l'argent, elle sauvait discrètement ma famille. Des murmures parcoururent l'audience. On lui a refusé la possibilité de rendre visite à son fils gravement malade. Elle a été battue, attachée, humiliée. Et personne n'a parlé pour elle. Pas avant qu'il ne soit presque trop tard. La voix de James trembla un instant. Ce n'est pas une histoire de scandale. C'est une histoire de justice. Maya Williams n'est pas une maîtresse, un pion ou une employée sans nom. C'est une mère, une survivante, une femme qui a montré plus de dignité dans le silence que la plupart d'entre nous dans le pouvoir. Une pause, les flashs des caméras cliquetaient, les reporters restaient figés. « Je ne répondrai pas aux questions aujourd'hui », termina James. « Ce n'est pas une question de petites phrases. Il s'agit de rétablir la vérité. Merci. » Il recula, le cœur battant. Maya s'avança, tenant lentement la main d'Elijah. Elle ne s'approcha pas du pupitre, se contentant de se tenir à côté de James.
La salle était immobile. Elijah leva les yeux vers sa mère, puis vers la foule. « Ma maman n'est pas une bonne, dit-il clairement. C'est une héroïne. » La salle éclata en applaudissements, inattendus, spontanés. Pas tout le monde, mais assez. Assez pour que Maya sache que la vérité avait touché sa cible. Dans le couloir, James se tourna vers elle. « Ah, comment te sens-tu »« Exposée, dit-elle. Mais libre. » Il sourit. « C'est un début. » Plus tard cet après-midi-là, James conduisit Maya et Elijah vers la propriété qu'il avait promise. Une petite maison blanche, nichée dans les collines tranquilles, juste à l'extérieur de la ville. Une véranda protégée par une moustiquaire, un carré de jardin, de l'intimité, de la paix. Maya sortit de la voiture et contempla la maisonnette, comme si elle doutait de sa réalité. « C'est à toi, » dit James doucement. « Aussi longtemps que tu le voudras, sans condition, sans dette, juste un endroit pour respirer. » Elle se tourna vers lui. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Parce que je ne suis plus l'homme qui t'a laissé tomber. » Et tandis qu'Elijah montait en courant les marches de la véranda, riant, Maya se tenait dans le jardin, les bras croisés, les pieds fermement plantés dans un sol qui, pour la première fois depuis des années, semblait lui appartenir. Le soleil de l'après-midi réchauffait la véranda de la maisonnette, alors que le rire d'Elijah résonnait dans l'air. Il avait découvert une brouette en plastique, laissée par l'ancien locataire, et la faisait maintenant rouler sur le chemin étroit qui traversait le jardin envahi de mauvaises herbes. Sa joie était pure, indomptée, la joie d'un enfant qui, pour une fois, n'avait rien à craindre. Maya se tenait à la porte moustiquaire, l'observant avec une admiration silencieuse. L'odeur de la peinture fraîche flottait encore dans la maison derrière elle. James s'était assuré que l'endroit soit prêt à emménager. Garde-manger rempli, linge propre, un vase de fleurs sauvages dans la fenêtre de la cuisine. C'était plus qu'elle n'aurait pu imaginer. Mais Maya n'était plus le genre de femme à se laisser séduire par des fleurs et des gestes. Plus maintenant. James monta sur la véranda, tenant 2 verres de limonade. Il a plus d'énergie que nous deux réunis. Maya accepta le verre avec un petit sourire. Il rattrape le temps perdu. James s'appuya sur la rambarde à côté d'elle, silencieux un moment, regardant Elijah zigzaguer entre les rayons de soleil. Je pensais peut-être vous laisser de l'espace aujourd'hui, tous les deux, vous installer. Maya baissa les yeux sur son verre. Merci pour tout ça. J'essaie encore de comprendre pourquoi tu fais ça. James se tourna vers elle. Parce que je peux. Et parce que j'aurais dû le faire plus tôt. Elle hocha la tête, bien que son expression restât prudente. Tu sais, la plupart des gens ne changent pas. Ils s'excusent, peut-être, mais ils ne changent pas. Je le croyais aussi, dit James. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui a enduré plus en silence que moi dans le privilège. Elle croisa son regard et quelque chose passa entre eux. Pas de la romance, pas encore, mais quelque chose d'aussi intime, de la reconnaissance, du respect. Je dois aller en ville demain, dit-elle, brisant le silence. À la banque, récupérer les documents médicaux d'Elijah à l'hôpital, chercher, je ne sais pas, peut-être du travail éventuellement. Tu n'as pas à travailler, dit James doucement. Pas tout de suite. Je sais que je n'y suis pas obligé, répondit-elle. Mais j'en ai envie. J'ai survécu si longtemps, j'ai oublié ce que c'est de construire une vie. James hocha la tête, sa voix douce. Mais si tu as besoin de références, je t'écrirai ce que tu veux. Et si tu veux travailler pour ma fondation, j'y penserai, dit Maya sans méchanceté. Mais pour l'instant, je veux juste être sa mère à temps plein, sans peur. James sourit. Alors c'est exactement ce que tu seras. Un cri soudain dans le jardin, les filles se tournaient. Elijah avait trébuché sur la brouette et était tombé à genoux. Maya se précipita hors de la véranda, mais avant qu'elle ne l'atteigne, Elijah se releva d'un bond, souriant, tenant une petite tortue dans ses mains. « Regarde, maman !» cria-t-il. « Elle est juste lente, pas cassée. » Maya rit, soulagée. « Comme toi, hein ?» Elijah hocha la tête solennellement. « On a tous les deux des bleus, mais on avance toujours. » James rit derrière elle, et quelque chose dans ce moment simple, spontané, planta des racines dans la poitrine de Maya. Ce soir-là, après qu'Elijah se fut endormi, Maya se tenait dans la cuisine, sirotant un thé. La petite maison était silencieuse. Pas de pas au-dessus. Pas de cris. Pas d'attente d'une permission pour respirer. Juste le murmure des grillons dehors et le bourdonnement doux du réfrigérateur. On frappa à la porte. James se tenait dehors, pas en costume, pas dans l'armure polie de la richesse, mais en jean et pull gris, humain, fatigué, réel. « Je ne voulais pas te déranger, » dit-il. « Je voulais juste déposer quelque chose. » Il tendit un dossier. Maya le prit, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ah, des documents pour une bourse médicale, » expliqua James. « Pour Elijah.
J'ai parlé à un spécialiste pédiatrique à Boston. Ils sont prêts à prendre son cas pour un suivi à long terme, sans frais. Ils ont été touchés par la conférence de presse. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Tu as fait ça ?» « J'ai passé un coup de fil, dit-il. Mais ils ont dit que c'était la force de ton histoire qui les a convaincus. Elle serra le dossier fort. « Boston, c'est loin. »« Je sais, » dit James. « Ce n'est qu'une option. Tu n'as pas à décider maintenant. Je voulais juste que tu saches que c'est là. » Elle hocha la tête, le cœur battant. « Merci. » Il baissa les yeux, puis la regarda à nouveau. « Tu es plus forte que je ne le serai jamais. » Maya rit doucement. « Ah, tu dis ça comme si c'était un compliment. Mais la force n'est pas un cadeau. C'est ce qui reste quand on n'a plus de choix. » James exhala lentement. « Pourtant, tu la portes avec grâce. » Ils restèrent silencieux quelques secondes. Pas inconfortables, mais lourds de tout ce qui n'était pas dit. « Ça va aller ?» demanda-t-il finalement. « Je pense, » dit-elle. « Mais ce n'est plus seulement une question d'aller bien. Je veux plus, pour moi, pour lui. » Il hocha la tête. « Et tu mérites ça. » Maya ouvrit la porte plus grand. « Tu veux entrer 1 minute ?» James hésita. « Pas ce soir. C'est ton espace maintenant, et je ne veux pas l'envahir. » Elle sourit, fatiguée mais sincère. « Alors peut-être une autre fois. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Maya, oui ? S'il arrive un moment où tu as besoin de plus que de l'espace, de soutien, d'un ami ou de quelque chose d'autre, tu sais où me trouver. » Elle ne répondit pas tout de suite. Mais quand elle le fit, sa voix était ferme. « Je ne me cacherai plus, James. Ni de la peur, ni des gens, ni même des possibilités. » Il sourit et hocha légèrement la tête, puis s'en alla dans la nuit. À l'intérieur, Maya s'assit à la table de la cuisine longtemps après son départ, le dossier de la bourse dans les mains. Les dessins d'Elijah étaient épinglés sur le frigo derrière elle. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais pour la première fois, elle croyait en avoir un. Le lendemain matin apporta l'odeur de la terre humide et du jasmin flottant à travers les fenêtres de la maisonnette. Une légère pluie était tombée aux petites heures, laissant les feuilles brillantes comme du verre et le sol du jardin meuble sous les pieds. Maya se tenait pieds nus dans la cuisine, fredonnant pour elle-même en versant des céréales dans un bol pour Elijah, qui était assis à la table, balançant ses jambes et dessinant des dinosaures sur une serviette en papier. Il parlait, vraiment parlait maintenant. Pas juste des réponses d'un mot ou des questions remplies de peur, mais des phrases complètes, lumineuses, ponctuées de rire. L'hôpital avait fait son travail sur le plan physique, mais quelque chose de plus profond guérissait ici. Le calme, la sécurité, le fait de savoir que personne n'élèverait la voix ni la main. « Maman, » dit Elijah entre deux bouchées, « tu penses qu'on peut avoir un chien ?» Maya sourit. « C'est la 2e fois que tu me le demandes cette semaine. Parce que je le pense vraiment, » dit-il avec un grand sourire. « Je veux un chien comme nous, un survivant. » Elle le regarda un long moment, la gorge nouée. « On verra, bébé. » En nettoyant le petit déjeuner, son téléphone vibra. Le nom sur l'écran indiquait James Whitmore. Elle décrocha. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit James, la voix légère. « J'espère que je n'appelle pas trop tôt. »« Ah, tu appelles avant même que je me sois brossé les cheveux, » taquina-t-elle, la voix enjouée mais chaleureuse. « Alors, je suis honoré, » rit-il. « Je me demandais si toi et Elijah êtes libres aujourd'hui. J'aimerais vous emmener quelque part. »« Où ? » ?»« Vous verrez, » dit-il. « C'est une surprise. Je passe vous prendre à 10 heures. » Maya hésita. Une partie d'elle sentait encore que tout cela était fragile, cette paix, ce lien. Mais l'autre partie, celle qu'elle avait appris à écouter davantage récemment, disait « Dis oui. »« D'accord, » dit-elle. « On sera prêt. » À 10 heures précises, James arriva dans un SUV argenté discret, vêtu d'un jean et d'une veste marron. Elijah sortit en courant le premier, portant son petit sweat rouge, et James s'agenouilla pour le saluer. « Bonjour, monsieur. » dit Elijah, imitant le ton professionnel de James. James rit. « Tu essaies déjà de prendre mon boulot ? » Peut-être, répondit Elijah avec un sourire. « J'ai entendu dire que t'es doué pour donner des maisons aux gens et tout. » James leva les yeux vers Maya, qui verrouillait la porte d'entrée. « Il a des blagues maintenant. »« Toute la journée, dit-elle. Je blâme les céréales. » Alors qu'ils quittèrent la ville, Maya observa les routes s'élargir et les bâtiments se raréfier. Après presque 1 heure, James tourna dans une voie sinueuse bordée d'arbres et de champs ouverts. Au bout du chemin se dressait un petit ranch avec une clôture blanche et une pancarte en bois décoloré qui indiquait « Sanctuaire des secondes chances ». « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Maya doucement. « Vous verrez, » dit James. Une femme les accueillit à la grille, un visage aimable,
les cheveux en une longue tresse, les mains usées par le travail. « James, sourit-elle, tu es enfin revenu. Je ne pouvais pas rester loin, répondit-il, et j'ai amené de nouveaux amis. » La femme s'accroupit devant Elijah. « Ah, salut, mon chou. Je m'appelle Annie. Tu aimes les animaux ?» Elijah hocha la tête. « Eh bien, dit-elle, on en a plein. Tu veux m'aider à en nourrir quelques-uns ?» Elijah regarda Maya pour avoir sa permission. Elle hocha la tête. « Vas-y. » Il s'élança avec Annie, disparaissant derrière la grange. Maya se tourna vers James, un mélange de suspicion et de gratitude sur le visage. « Ah, qu'est-ce que c'est vraiment ?» Il désigna un banc à proximité sous un arbre. « Asseyons-nous. » Une fois installé, il expliqua. « C'est un sanctuaire de sauvetage, dit-il. Pour les animaux négligés, abandonnés, maltraités, Annie le gère. Elle travaillait pour un ami qui lui a légué ce terrain dans son testament. J'ai investi un peu pour l'aider à le lancer. » Maya regarda autour d'elle. Des chevaux paissaient dans le pré. Un chien à 3 pattes boitait vers un bol d'eau. Quelques chèvres prenaient le soleil dans l'herbe comme des royaux à la retraite. « Pourquoi nous emmener ici ?» demanda-t-elle. « Parce que je me suis dit que tu pourrais t'identifier à eux, » dit James doucement. Tout ici a traversé quelque chose, mais ils sont vivants, ils sont aimés, et ils ont une autre chance. Les lèvres de Maya s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Une boule se forma dans sa gorge. Je me suis dit qu'Elijah pourrait venir ici de temps en temps, poursuivit James. Passer du temps avec les animaux, apprendre à s'en occuper. Peut-être même trouver ce chien dont il parle tout le temps. Ses yeux s'embuèrent. Tu as pensé à tout ça ? Il hocha la tête. Je n'ai pas grandi en sachant comment réparer les gens. Je sais à peine comment me réparer moi-même. Mais j'apprends et j'essaie. Ça, c'est moi qui essaie. Elle se tourna vers lui, incertaine de comment répondre. Puis Elijah revint en courant de derrière la grange, le visage illuminé comme un lever de soleil. « Maman, maman, regarde !» Derrière lui trottinait un chien aux oreilles tombantes, aux poils hirsutes, avec un œil en moins et une queue tordue. Le chien s'arrêta en dérapant et se laissa tomber sur le dos, la langue pendante. « Il est marrant, » gloussa Elijah, « et un peu cassé, comme nous. » Maya s'agenouilla, frottant le ventre du chien. Il se blottit immédiatement contre sa main. Annie arriva en trottinant derrière eux. « Il est ici depuis 3 ans. Personne n'en voulait. On l'appelle Lucky. »« On peut le garder, maman ?» murmura Elijah, les yeux brillants. Maya regarda James. Il ne dit rien, se contentant de hocher la tête. Plus tard ce soir-là, Maya et Elijah rentrèrent chez eux avec Lucky roulé en boule à l'arrière, ronflant. Alors que James s'arrêtait dans l'allée, il se tourna vers Maya, la main légèrement posée sur le volant. « Je le pensais quand j'ai dit que ce n'était pas de la charité, » dit-il. « Et ce n'est pas de la culpabilité. C'est autre chose. » Maya le regarda, la lumière de la véranda projetant une lueur dorée sur son visage. « Je sais, » dit-elle doucement. « Et c'est pourquoi je ne fuis pas. » Ils restèrent assis en silence. Le genre de silence qui signifie qu'un choix a été fait, pas précipité, pas imploré, mais mérité. La lumière du matin filtrait dans la maisonnette par la fenêtre de la cuisine, projetant un halo doux autour de la table du petit déjeuner. Elijah était assis en tailleur sur le sol, donnant des bouts d'œufs brouillés à Lucky, la queue du chien frappant joyeusement le carrelage. Maya remuait une casserole de porridge sur la cuisinière, l'odeur de cannelle et de miel emplissant la pièce. Elle fredonnait à nouveau, quelque chose de doux et ancien, une mélodie que sa grand-mère chantait quand le monde semblait sûr. Il y avait de la paix ici. Elle s'accrochait à l'air comme de la rosée, délicate et fugace. Mais Maya savait qu'il ne fallait pas la prendre pour acquise. Elle s'assit avec un soupir et posa un petit bol devant Elijah. « Mange avant de le gâter complètement », dit-elle avec un sourire en coin. Elijah sourit. « Il mange seulement les morceaux jaunes. »« Alors Lucky est plus difficile que toi à son âge. » taquina-t-elle. On frappa à la porte. Pas frénétique, pas menaçant, juste présent. Maya s'essuya les mains et ouvrit pour trouver James sur la véranda, tenant un bouquet de tournesol enveloppé dans du papier kraft et un journal sous le bras. « Des fleurs ?» demanda-t-elle, un sourcil levé. « Pas romantique, » dit-il rapidement. « Sauf si tu veux qu'elle le soit. » Elle rit. « Les tournesols ne me font pas peur, monsieur Whitmore. » Il sourit, les lui tendant. « Ils m'ont juste fait penser à toi, fort. » Toujours tourné vers la lumière, même quand tout est lourd. Maya prit les fleurs, inspirant leur parfum chaud. « Tu te lances dans la poésie maintenant ?»« Peut-être, » dit-il. « Mon thérapeute dit que je devrais essayer de parler avec des sentiments. » Elle cligna des yeux. « Tu es en thérapie ?» Il hocha la tête. « J'ai commencé la semaine dernière. » Sa voix s'adoucit. « Bien. » Il lui tendit le journal. En première page, en grosses lettres noires,
la Fondation Whitmore lance une nouvelle initiative pour les droits des travailleurs domestiques. Maya fixa le titre. « Tu ne plaisantais pas ?» James secoua la tête. « Non, nous finançons des refuges, une aide juridique et des services d'urgence pour des femmes comme toi. Il y a une ligne d'urgence maintenant, et je pousse pour changer la législation sur les protections de l'emploi. » Elle ouvrit le journal et parcourut l'article. Son nom n'y figurait pas à sa demande, mais l'histoire était indéniablement la sienne. « So, tu mets ton nom derrière ça ?» dit-elle lentement. « Oui, » répondit James. « Parce que tu m'as donné une raison de le faire. » Ils se tenèrent dans l'embrasure, les yeux verrouillés. Maya s'écarta et lui fit signe d'entrer. « Tu es sûr ?» ?»« Je suis sûr. » À l'intérieur, Elijah leva les yeux du sol. « Monsieur James !»« Bonjour, champion !» dit James, ébouriffant ses cheveux. « Comment va Lucky ?»« Il préfère le bacon aux œufs, » dit Elijah sérieusement. « Mais maman dit que le bacon, c'est pour le dimanche. »« Eh bien, alors je ferais mieux de revenir dimanche ?» dit James avec un clin d'œil. Ils rirent tous. C'était facile, naturel. Plus tard, alors qu'Elijah jouait dehors avec Lucky, Maya et James étaient assis sur les marches de la véranda, des mugs de thé à la main. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Maya. « Tout ce que tu veux. Si ta femme n'avait pas fait ce qu'elle a fait, si j'étais simplement parti discrètement, tout ça serait-il arrivé ?» James marqua une pause, la question pesant lourd dans l'air. « Non, admit-il. Je serais probablement retourné à mes réunions de conseil. J'aurais continué à laisser quelqu'un d'autre gérer la maison. Je n'aurais pas posé de questions. Et cette pensée me tient éveillé certaines nuits. » Maya hocha la tête. « Parfois, je me demande si ça devait devenir aussi grave pour que quelque chose de bon arrive. »« Peut-être, dit-il, mais peut-être aussi que ça signifie que tu as toujours été le bien, juste enfoui sous tout ce mal. » Elle le regarda alors, non pas avec suspicion, ni même avec prudence, mais avec curiosité. « Pourquoi es-tu vraiment revenu ce matin ?» James sirota son thé. « Parce que je voulais voir à quoi ressemblait la paix. Et je me suis dit qu'elle pourrait être ici. » Ils restèrent assis en silence à nouveau, regardant Elijah poursuivre Lucky dans le jardin, son rire clair et sonore. « J'ai peur, » murmura Maya après un moment. « D'espérer, de penser que ça pourrait durer. » James ne chercha pas à le nier. « Moi aussi, mais je veux espérer, » dit-elle. « Même si c'est petit à petit. » James se tourna vers elle. « Alors commençons par petit. Une tasse de thé, un petit déjeuner de dimanche, une promenade avec Lucky. » Maya hocha lentement la tête. « D'accord. » Alors que le soleil montait plus haut, la véranda baignait dans une lumière dorée, et Maya sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La possibilité, non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce que quelqu'un l'avait vue, et parce que, pour la première fois de sa vie, elle se tenait immobile sur ses deux pieds et ne fuyait plus. Ce soir-là, la maisonnette était calme, hormis le son d'un jazz doux jouant sur la vieille radio que Maya avait trouvée dans le placard du couloir. Dehors, le vent bruissait dans les arbres, et Lucky était roulé en boule sur le tapis, ronflant paisiblement, une oreille tressautant toutes les quelques secondes. Elijah dormait, son dinosaure en peluche serré dans une main. Maya resta longtemps dans l'embrasure de sa chambre, observant le mouvement de sa poitrine, comme pour confirmer que cette paix n'était pas juste un rêve emprunté. Elle n'entendit pas James entrer jusqu'à ce que son reflet apparaisse dans le miroir du couloir. « J'ai frappé », dit-il doucement, tenant un sac en papier. Mais personne n'a répondu. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de dîner. Maya se tourna, les bras croisés, une lueur amusée dans les yeux. Je ne t'imaginais pas du genre à passer avec de la nourriture. James esquissa un demi-sourire. J'essaie de nouvelles choses. Elle le conduisit dans la cuisine, où il commença à déballer des contenants. Légumes rôtis, riz sauvage, saumon grillé et une bouteille de vin rouge. Rien d'extravagant, juste intentionnel. « C'est un rendez-vous » demanda-t-elle, un sourcil levé. « Non » répondit-il rapidement. « Sauf si tu veux que ça en soit un. » Elle rit, secouant la tête. « Détends-toi, monsieur Whitmore. Je ne vais pas te dénoncer pour courtoisie illégale. » Ils mangèrent à la petite table de la cuisine, sous la lumière tamisée de l'ampoule au-dessus. La conversation était lente mais pleine. Ils parlèrent de livres, de l'amour de Maya pour la poésie, de l'aveu de James qu'il n'avait pas lu de roman depuis des années. Ils rirent de Lucky qui volait les chaussettes d'Elijah et de la façon dont Elijah insistait désormais pour dire que le chien comprenait l'anglais. C'était réel, normal, et dans cette normalité, c'était sacré. Après le dîner, James se leva pour faire la vaisselle, retroussant ses manches. Maya l'observa surprise. « Les milliardaires font la vaisselle, d'habitude ?»
Seulement quand ils essaient de désapprendre tout ce qui les rendait insupportables, répondit-il. Elle rit doucement. Eh bien, tu fais un travail correct. Quand la dernière assiette fut essuyée, James se tourna vers elle. Sérieusement maintenant, je voulais te demander quelque chose. Maya hocha la tête, s'appuyant contre le comptoir. Vas-y, il y a un gala la semaine prochaine. Le premier gala de collecte de fonds de la Fondation pour la nouvelle initiative. Presse, donateurs, décideurs politiques. Je vais parler et je veux que tu sois là. Elle se raidit légèrement. James, pas pour être exposé. Pas pour être exposé, dit-il rapidement. En tant qu'invité, à mes côtés si tu veux, mais pas pour le spectacle. Je veux qu'ils voient à qui cela importe. Je veux qu'ils entendent ta voix si tu es prête à parler. Maya détourna le regard, les souvenirs rampant le long de sa colonne vertébrale comme des lianes. Ces gens, ils ne sont pas comme moi. Non, dit James. Mais c'est exactement pour ça qu'ils ont besoin de te voir. Elle resta silencieuse longtemps. Margot sera là ? Demanda-t-elle finalement. La mâchoire de James se crispa. Non. Son conseil juridique lui a recommandé de se faire discrète. Nous avons convenu des termes pour les visites supervisées des enfants. Rien de plus. Maya hocha la tête. Et la presse, ils seront là. Oui, dit-il. Mais le récit change. Ils ne te dépeignent plus comme un scandale. Tu deviens l'histoire qu'ils ne peuvent pas déformer. Celle pour laquelle les gens prennent parti. Maya se mordit la lèvre. Je ne suis pas sûre d'être prête à être le symbole de qui que ce soit. Tu ne l'es pas, dit James doucement. Tu es juste toi, et c'est plus puissant que n'importe quel symbole. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la lumière de la lune sur l'herbe. Qu'est-ce que je porterais à un truc comme ça ? Murmura-t-elle. James sourit. J'ai peut-être anticipé ça. De la poche de son manteau, il sortit une petite enveloppe et la posa sur le comptoir. Maya l'ouvrit et trouva une carte pour une boutique en centre-ville. Un rendez-vous déjà réservé à son nom. « Tu es dangereux », dit-elle en secouant la tête. « Je suis plein d'espoir », répondit-il. Il y eut un long silence entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Il était chargé. « J'y réfléchirai », dit Maya finalement. James s'approcha d'elle, pas trop près, juste assez pour qu'elle sente sa chaleur. « C'est tout ce que je demande. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge, puis hocha la tête. « Je devrais te laisser te reposer. » Alors qu'il atteignait la porte, la voix de Maya l'arrêta. « James !» Il se tourna. « Je veux y aller, » dit-elle. « Pas seulement pour toi, mais pour moi, pour Elijah. Je veux qu'ils nous voient, tous !» Son expression s'adoucit. « Alors je te verrai là-bas. » Et sur ce, il partit. Maya resta dans le silence, l'enveloppe toujours à la main, le poids du passé pressant légèrement sur ses épaules, mais pas assez pour la briser. Plus maintenant. Dans le salon, Lucky leva la tête, frappa une fois de la queue, puis se rendormit, comme s'il savait que quelque chose dans l'air avait changé. Maya retourna dans la chambre d'Elijah et s'agenouilla près de son lit, repoussant une boucle de son front. « On avance toujours », murmura-t-elle, reprenant ses mots d'il y a quelques jours. « Bleues et tu ». Et pour la première fois depuis des années, elle ne se contentait pas de survivre. Elle avançait. La boutique était nichée entre un fleuriste et une librairie vintage, sur une rue calme du centre-ville. Maya hésita devant la porte vitrée, son reflet la regardant. Gens simples, baskets usées, cheveux tirés en un chignon serré. Elle n'avait pas sa place ici, du moins pas selon les critères du monde, mais elle ne vivait plus selon leurs règles. Une sonnette douce annonça son entrée. L'air à l'intérieur sentait la lavande et le lin. Une femme d'une 50aine d'années, à la parole douce, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Vous devez être Maya Williams », dit-elle, sans poser la question, mais en le sachant. Maya se redressa. « Oui, Monsieur Whitmore a pris le rendez-vous lui-même », poursuivit la femme. « Je m'appelle Evelyn et je vais vous aider aujourd'hui. » Maya ouvrit la bouche pour protester, expliquer qu'elle n'avait besoin de rien d'extravagant. Mais Evelyn leva une main avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui habille des femmes depuis 30 ans. « Vous n'êtes pas ici pour des robes, » dit-elle. « Vous êtes ici pour être vus. Aidons-les à voir la vérité. » Au cours de l'heure suivante, Maya essaya 3 robes, aucune d'elles criarde, aucune conçue pour attirer l'attention. Evelyn la guida avec soin, sans pousser, sans insister, choisissant des verts profonds, des tons terre chauds et des tissus qui tombaient avec grâce plutôt que de s'accrocher. Enfin, Maya se tint devant le miroir, portant une robe émeraude longue jusqu'au sol qui épousait doucement sa silhouette, avec un col modeste et des manches effleurant le bord de ses épaules. Ses boucles avaient été libérées, tombant comme des vagues douces dans son dos. Elle ne ressemblait pas à une bonne. Elle ne ressemblait pas à une survivante. Elle ressemblait à une femme qui avait enduré et émergé. Evelyn recula et joignit les mains.
Voilà comment on entre dans une pièce. Maya croisa son propre regard dans le miroir. C'est comme ça que je laisse le passé derrière. La nuit du gala arriva sans cérémonie dans le ciel. Juste la douce descente du crépuscule enveloppant la ville. Une voiture noire s'arrêta devant la maisonnette. Elijah s'accrocha à la taille de Maya alors qu'elle se penchait pour embrasser son front. « Tu seras bien avec mademoiselle Annie ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête solennellement. « Le qui reste aussi, hein? Juste à côté de toi, » promit-elle. « Et s'il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles. » Elijah la regarda attentivement, puis murmura. « Tu ressembles à une reine, maman. » Sa gorge se serra. « Alors tu dois être le prince, hein? »« Je suis le chevalier, » dit-il avec un sourire. « Je protège la reine. » Elle le serra un moment de plus, puis monta dans la voiture. Le gala se tenait dans un musée d'art historique en centre-ville. Marches de marbre, colonnes imposantes, lustres scintillant comme des étoiles. Un tapis rouge menait à l'entrée, flanqué de caméras et de murmures de la foule. James l'attendait au bas des marches. Elle ne l'avait pas vu depuis la nuit où il avait apporté le dîner, et maintenant il se tenait là, dans un costume noir élégant, sans cravate, l'air calme et déterminé. Mais lorsqu'il la vit, ce calme se fissura juste assez pour laisser transparaître de l'admiration. « Tu es... » commença-t-il, puis s'arrêta. Comme la vérité enveloppée d'élégance. Maya haussa un sourcil. « Tu as répété ça ?»« Je n'en ai pas eu besoin, » dit-il, lui offrant son bras. À l'intérieur, la salle bourdonnait de conversations polies et de charmes savamment orchestrés. Donateurs, politiciens, mondains, tous vêtus de soie et d'ambition. Mais quand Maya entra au bras de James, le bourdonnement changea. Les têtes se tournèrent, les voix s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Elle ne tressaillit pas. James se pencha vers elle. « Tu les as déjà captivés. Continue d'avancer. » Ils se dirigèrent vers le centre de la salle, où une scène avait été installée. Un quartet de jazz jouait doucement en fond. Des serveurs proposèrent du champagne. Le programme commença dans l'heure. James fut appelé sur scène pour le discours principal de la soirée. Il s'éclaircit la gorge alors que le micro captait sa voix. « Bonsoir. » commença-t-il, balayant la salle du regard. Certains d'entre vous me connaissent comme investisseur, d'autres comme l'homme dont la fortune a surpassé son jugement. Mais ce soir, je veux parler non pas d'affaires, mais de responsabilité. Maya se tenait sur le côté, ses doigts serrés autour de son sac. Il y a quelques semaines, poursuivit James, je suis rentré chez moi pour découvrir que sous mon propre toit, quelqu'un souffrait en silence, invisiblement, injustement. Elle s'appelle Maya Williams. Un murmure de reconnaissance traversa la foule. Les caméras se levèrent. Elle n'est pas ici par pitié. Elle est ici parce qu'elle s'est tenue plus droite que les mensonges racontés à son sujet. Elle s'est occupée de mes enfants quand je n'étais pas là. Elle a affronté la cruauté avec grâce et elle m'a rappelé, non. Elle m'a appris que la richesse sans responsabilité n'est qu'un masque sur la lâcheté. Maya sentit le poids de chaque regard se tourner vers elle. La voix de James s'adoucit. Nous lançons une initiative ce soir qui vise à protéger les travailleurs domestiques, à élever leur voix et à s'assurer que personne qui travaille dans l'ombre ne soit oublié. Mais nous ne pouvons pas le faire avec des politiques seuls. Nous le faisons en écoutant. Alors maintenant, j'aimerais que vous entendiez quelqu'un qui a vécu ce que nous essayons de combattre. Le cœur de Maya s'arrêta. Il la regarda doucement. Maya. Pendant un instant, la salle sembla rétrécir. Les lustres s'estompèrent. Le tapis s'adoucit sous ses pas alors qu'elle s'avançait vers le podium. Chaque instinct en elle criait de faire demi-tour. Mais la voix d'Elijah résonna dans sa mémoire. « Tu es une héroïne !» Elle atteignit le micro, prit une inspiration, et parla. « Je m'appelle Maya Williams, et pendant des années, j'ai cru que survivre suffisait. Je croyais que le silence était plus sûr, que si je travaillais plus dur, me courbais plus bas, ou souriais plus largement, je pourrais me protéger. Mais j'avais tort. » Elle balaya la foule du regard. J'ai été battue, réduite au silence, emprisonnée. Mais pire que tout ça, j'étais invisible, jusqu'à ce que quelqu'un me voie. Sa voix ne tremblait pas. Il y a des milliers de femmes comme moi, certaines dans des manoirs, d'autres dans des appartements, certaines essayant encore de rentrer chez elles pour leurs enfants. Elles méritent plus que des excuses. Elles méritent des lois, de la dignité, des noms. La salle était silencieuse. « Je ne suis pas ici pour votre sympathie », termina-t-elle. « Je suis ici parce que j'ai survécu. Et maintenant, je veux m'assurer que d'autres ne se contentent pas de survivre, mais qu'ils vivent. » Les applaudissements éclatèrent. Pas polis ni apitoyés, mais puissants. Elle descendit de la scène et retrouva James à son bord. Ses yeux brillaient. « Tu as été brillante » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car à cet instant, avec la foule qui applaudissait encore,
et les lumières réchauffant sa peau, Maya savait que quelque chose avait changé. Pas seulement dans la salle, mais en elle. Elle n'était plus seulement la femme qui avait enduré. Elle était la femme qui avait parlé et avait été entendue. Les applaudissements s'estompèrent lentement, comme des vagues revenant à la mer. Mais l'écho de la voix de Maya persistait dans l'immense salle de bal du musée. James la guida doucement hors de la scène, sa main planant près de son dos, sans la toucher, respectueux, protecteur, fier. Lorsqu'elle atteignit le sol, quelque chose d'étrange se produisit. Les gens s'écartèrent, non par distance, mais par révérence. Des hommes en smoking et des femmes en robe de soirée s'éloignèrent, lui offrant de l'espace comme si elle était de la royauté. Certains lui adressèrent des hochements de tête hésitants. D'autres tendirent la main pour serrer la sienne. Une femme noire, grande, portant une robe de soie bleu foncé, s'approcha, les yeux brillants. « Merci », murmura-t-elle à peine. « Ma mère était femme de ménage pendant 27 ans. Elle n'a jamais pu dire ce que vous venez de dire, mais elle aurait été fière. » La gorge de Maya se serra. Alors, c'était aussi pour elle. Bientôt, d'autres vinrent, surtout des femmes, quelques hommes, affirmant discrètement ce qu'elle avait longtemps craint être invisible, des survivants de système, porteurs de silence. James revint avec 2 verres d'eau et lui en tendit un. « Ça va ?» Elle prit une longue gorgée, hochant la tête. « Oui, je crois. » Il sourit. « Tu viens de réécrire la salle. » Maya rit, laissant la tension s'évacuer de ses épaules. « Je ne savais pas que j'avais ça en moi. »« Ah, tu l'as toujours eu, » dit James. Le reste du monde vient juste de rattraper son retard. Alors que la soirée touchait à sa fin, James s'éloigna pour parler avec des membres du conseil et des contacts de la presse. Maya, pour une fois, ne fut ni sollicitée ni interrogée. Les gens venaient à elle lentement, respectueusement, offrant de l'espace et des remerciements. Elle n'était pas une exposition, elle était une présence. Depuis le balcon surplombant la salle de bal, elle sortit dans l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, une mer d'histoires silencieuses attendant d'être racontée. Elle s'appuya contre la rambarde, exhalant enfin, puis elle entendit la voix qu'elle ne voulait plus jamais entendre. « Maya !» Elle se tourna brusquement. « Margot !» La femme semblait différente, pâle, ses cheveux tirés en arrière trop fort, les lèvres fines. Mais ses yeux, cette froideur tranchante d'arrogance, étaient toujours les mêmes. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Maya, la voix basse. « Je suis entrée par l'entrée latérale, » dit Margot. « Pas de caméra, pas de discours, juste moi. » Maya se raidit. « Tu ne devrais pas être ici. Il fallait que je te voie, » dit Margot, « pour voir la femme qui a volé mon mari, volé ma vie, et qui maintenant se tient ici à jouer les saintes. » Le rire de Maya fut amer et discret. « Volé ? Tu lui as donné des raisons de partir. J'étais juste celle qui est restée. » Margot s'approcha. « Tu penses que tu as gagné ? Que ces gens t'aiment ? Ils t'oublieront d'ici le mois prochain. Tu ne seras qu'un autre titre, une autre cause caritative. Tu n'es rien, Maya, juste une histoire qui fait se sentir mieux les riches. » Maya ne broncha pas. « Alors pourquoi as-tu si peur de moi ?» Margot cligna des yeux. « Tu es venue ici, » poursuivit Maya. « Pas pour récupérer James, mais pour reprendre le contrôle. Mais c'est fini maintenant. Tu l'as perdu, à l'instant où j'ai ouvert la bouche et dit la vérité. Tu ne le mérites pas, siffla Margot. Je n'ai pas besoin de lui, dit Maya calmement. Mais il m'a choisi, pas pour ce que je peux donner, mais pour ce que j'ai enduré sans jamais demander à quiconque de me choisir. » Les yeux de Margot s'assombrirent. « Ce n'est pas fini. » Maya avança, calme et claire. « Ah, pour moi, si. Et ça le sera pour les tribunaux aussi. Parce que tu n'es pas juste une ex-épouse aigrie, Margot. Tu es une femme qui a commis un crime, et maintenant tu vis sur du temps emprunté. » Margot se figea, puis tourna les talons et disparut dans l'ombre. Maya resta en place, le cœur battant. Pas de peur, mais du pouvoir de ne pas se recroqueviller. Quand elle retourna à l'intérieur, James la cherchait. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, » dit-elle, glissant son bras dans le sien. « Je viens juste de fermer un chapitre. » Ils quittèrent le gala non pas en limousine, mais dans le même SUV discret qu'il avait amené. L'air de la nuit était frais. Les étoiles scintillaient derrière les nuages. À l'arrière, Maya retira ses boucles d'oreilles. « Je n'ai jamais porté quelque chose comme ça avant. » James lui jeta un coup d'œil. « Tu l'as porté comme si c'était fait pour toi. » Elle regarda par la fenêtre. « Merci de croire en moi. »« Je n'ai pas cru en toi, » dit-il. « J'ai appris de toi. » De retour à la maisonnette, Maya ôta ses talons, marcha pieds nus dans la cuisine et versa un verre d'eau à chacun. James desserra son col et s'appuya sur le comptoir, semblant soudain fatigué.
humain. Ils restèrent assis en silence un moment, confortables, honnêtes. Puis James dit, presque prudemment, « J'ai réfléchi. » Maya leva les yeux. « À quoi ? Je veux déménager de la ville, plus près d'ici. Pas dans la maisonnette, ne panique pas, mais quelque part à proximité. Être plus présent, être là pour Elijah. » Maya posa son verre. « Tu veux déménager pour nous ? » « Je veux déménager pour moi, » dit James. « Parce que je ne suis plus cet homme, et je ne veux pas continuer à vivre dans la coquille de celui que j'étais. » Maya resta silencieuse. « Et, ajouta-t-il, si plus tard quelque chose de plus se passe entre nous, je veux être là pour ça. » Sans distraction, sans excuse. Elle sourit doucement. « Ce n'est pas une petite chose, James. »« Je sais, » dit-il. « Mais toi non plus. » Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Ce moment n'était pas une question de romance. C'était une question d'arrivée, pour eux deux. Et alors que l'horloge sonnait minuit et que la maison s'installait dans le sommeil, Maya se tenait près de la fenêtre, regardant les étoiles, une main reposant doucement sur son cœur. Non pas parce qu'elle attendait quelque chose de plus, mais parce que, pour la première fois de sa vie, elle avait assez. Les jours suivants s'écoulèrent calmement, comme le doux bruissement des arbres avant que le vent ne se lève à nouveau. Maya passait ses matinées avec Elijah, l'aidant avec ses lettres de l'alphabet, et lui apprenant à compter en utilisant des pommes de pin du jardin. Lucky les suivait partout, la queue frétillante, les yeux toujours fixés sur Maya comme si elle était le centre de son monde. James tint sa parole. Il ne s'imposait pas, ne rôdait pas, mais il était présent. Certains matins, il passait avec du café et des pâtisseries de la boulangerie en ville. D'autres jours, il envoyait un message avec une blague rapide ou un rappel du rendez-vous d'orthophonie d'Elijah. Ce n'était pas grandiose, c'était constant, et pour Maya, c'était nouveau. Un après-midi, pendant qu'Elijah faisait la sieste, Maya était dans la cuisine en train de déballer les courses lorsqu'on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva un livreur tenant une petite boîte en carton. « Mademoiselle William ?» demanda-t-il. « C'est moi. Livraison spéciale de Whitmer & Sons. » Elle signa sur la tablette, ferma la porte et posa la boîte sur le comptoir. Elle était légère. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie bleu marine, se trouvait un simple bracelet en argent avec un petit pendentif en forme de phénix. Il y avait une note manuscrite. « Pour chaque fois où tu as cru n'être que cendre, tu étais toujours du feu. James. » Elle fixa le pendentif, ses doigts tremblant légèrement. Ce n'était pas un cadeau de pitié, c'était un message. Il y a quelques mois, elle l'aurait peut-être renvoyé, mais maintenant, elle l'attacha autour de son poignet et continua. Ce soir-là, après le dîner, Maya était assise sur la balançoire de la véranda, se balançant doucement avec Elijah blotti à ses côtés. Le ciel était peint de rose et de violet doux. Il tenait son livre d'images préféré sur ses genoux, tournant les pages sans vraiment lire. « Maman, dit-il soudain, tu n'as plus peur. » Maya se tourna vers lui, surprise. « Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu ne chuchotes plus. Et tu ris plus, même quand il n'y a personne. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle ne laissa pas les larmes couler. « Tu as raison, bébé, dit-elle, le serrant contre elle. J'ai oublié comment être bruyante, mais j'apprends à nouveau. »« Bien, dit Elijah, parce que quand tu ris, Lucky danse. » À ce moment précis, Lucky trotta devant eux, poursuivant un papillon avec l'enthousiasme maladroit qu'un chien à la queue tordue pouvait seul avoir. Maya rit et Elijah sourit. Elle embrassa le sommet de sa tête. « Tu es mon garçon le plus courageux. »« Non, dit-il avec un bâillement. Je suis ton chevalier, tu te souviens ? » Plus tard ce soir-là, après qu'Elijah fut bordé, on frappa à la porte. Pas un coup hésitant de quelqu'un d'incertain, mais le rythme familier de 3 coups que James utilisait toujours. Elle ouvrit la porte. Il était à nouveau habillé simplement. Basket, sweat à capuche, mains enfoncées dans les poches. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux ce soir-là. Une énergie nerveuse. « Je, voulais te dire quelque chose en personne, » commença-t-il. « Entre, dit-elle, s'écartant. Il la suivit dans la cuisine, où l'odeur du thé à la lavande flottait encore dans l'air. James s'appuya contre le comptoir, exhala et dit « J'ai reçu une offre. » Maya inclina la tête. « D'accord. Un groupe de réflexion à Washington veut que je co-dirige une task force sur les droits du travail. C'est une grosse affaire. Couverture nationale, grande plateforme. » Maya sentit la tension immédiatement. « Et tu vas accepter ?»« Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Une partie de moi en a envie. C'est le genre de chose qui pourrait provoquer un vrai changement. Mais c'est à Washington. » Elle croisa les bras, incertaine de comment répondre. « Je voulais te le dire avant de dire oui ou non, » ajouta James. « Parce que ce qu'on construit, quoi que ce soit,
Je ne veux pas m'en éloigner sans savoir si ça compte pour toi. Maya croisa son regard, sa voix calme. Ça compte. Ses épaules se détendirent. Non, mais je ne suis pas la raison pour laquelle tu devrais rester, dit-elle. Ou partir. Tu dois choisir en fonction de qui tu veux devenir. James hocha lentement la tête. Je pensais qu'ambition signifiait gratte-ciel et communiqué de presse. Maintenant, je commence à penser que ça ressemble peut-être à des pancakes à 7 heures du matin et à promener un chien qui trébuche sur ses propres pattes. Maya sourit. Alors peut-être que l'ancienne version de toi aurait pris Washington sans réfléchir. Mais la nouvelle, elle doit être sûre. Il s'approcha d'elle, sa voix basse. J'ai passé des années à courir après un héritage. Et puis tu es entré dans ma vie. Et j'ai réalisé que l'héritage ne signifie rien si on ne peut pas le partager. Elle déglutit difficilement. Je n'ai pas besoin d'une réponse ce soir, dit-il. Mais il fallait que tu saches. Elle s'avança jusqu'à ce qu'ils soient presque en contact. Tu n'es plus l'homme que tu étais, James. J'espère que non. Ils restèrent silencieux un instant. Puis Maya dit, reste pour le dîner demain. Elijah a demandé si tu savais cuisiner autre chose que du porridge. James sourit. Défi accepté. Le lendemain matin, Maya se tenait sur la véranda arrière alors que le soleil se levait, le bracelet captant la lumière, Lucky tournant autour de ses pieds. Elle n'avait aucune idée de ce que James choisirait. Mais pour une fois, elle ne se préparait pas à la perte. Elle était ancrée. Elle n'était plus la femme qui sursautait au bruit des pas ou chuchotait pour survivre. Elle était la femme qui demandait de l'espace, qui se donnait du temps, qui avait appris l'art de devenir, doucement, puissamment. Quoi qu'il arrive ensuite, elle était prête. Parce que guérir, ce n'était pas oublier, c'était avancer. Le matin commença avec la lumière du soleil perçant à travers les nuages, projetant une lueur chaude sur la maisonnette et son jardin. Maya se tenait pieds nus dans la cuisine, fouettant une pâte à pancakes pendant qu'Elijah, assis à la table, disposait fièrement des serviettes et des fourchettes, avec la précision d'un petit maître d'hôtel. « Tu penses que M. James préfère les fraises ou les myrtilles ?» demanda-t-il sérieusement. Maya s'arrêta. « Il a l'air d'un gars à myrtilles. » Elijah hocha la tête. « D'accord, je lui garderai la plus grosse. » Maya sourit, le cœur gonflé. Cela avait commencé comme un simple repas, mais pour Elijah, c'était un festin, une offrande. Et Maya comprenait maintenant que pour son fils, ce n'était pas juste un petit déjeuner. C'était de la confiance qui se construisait à chaque bouchée. Quand James arriva, 10 minutes en avance, tenant un bouquet de marguerites fraîches et un sac de jus bio, Elijah ouvrit la porte comme un majordome à Broadway. « Tu arrives juste à temps, » annonça-t-il. « Ah, on a fait un menu. » James haussa un sourcil. « Un menu ?»« Ouais, d'abord les pancakes, ensuite les fruits, et après une surprise. » James fit un clin d'œil à Maya en entrant. On dirait une opération sérieuse. « Ça l'est, » dit Maya, se tournant vers la cuisinière. « Et tu as été promu de l'homme au porridge à sous-chef officiel. » James retroussa ses manches. « Oui, chef. » La cuisine s'emplit de rire, de musique et de l'odeur des pancakes dorants sur la poêle. James coupa des fraises avec une concentration impressionnante, en volant une de temps en temps, pendant qu'Elijah narrait tout le processus comme un animateur d'émissions culinaires. Lorsqu'ils s'assirent, Elijah rayonnait. « C'est notre meilleur petit déjeuner de tous les temps. »« D'accord, » dit James, levant son jus comme un verre de vin. « Aux pancakes et aux chevaliers. » Elijah cogna sa boîte de jus. « Et aux reines. » Maya les regarda, un coin de sa bouche se relevant. Et à la paix, ils mangèrent lentement, savourant l'instant. Après le petit déjeuner, Elijah courut jouer dehors avec Lucky, et James aida Maya avec la vaisselle. Ils travaillaient en rythme, à l'aise dans le silence entre eux. C'était le genre de silence qui disait tout. Une fois la dernière assiette essuyée et rangée, James s'appuya contre le comptoir. « Alors, dit-il doucement, j'ai parlé avec l'équipe à Washington. » Maya se tourna, son souffle se bloquant légèrement. « Et je leur ai dit que je ne prenais pas le poste. » Elle cligna des yeux. « Tu es sûr ?»« Sûr, dit-il. J'ai longuement réfléchi à ce qui compte le plus. Et je revenais toujours ici, à toi, à Elijah, à cette version de ma vie dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Il marqua une pause, puis ajouta « Je n'abandonne pas le changement. Je choisis juste de le construire différemment. » Maya s'approcha, un soulagement discret l'envahissant. « Qu'est-ce que tu vas faire à la place ?» Élargir la fondation, ouvrir un centre ici même. Ressources juridiques, logement d'urgence, garde d'enfants pour les travailleurs en crise. J'ai déjà parlé au conseil. Ils soutiennent le projet. Sa main se posa sur son cœur. James, c'est énorme. Ça semblait juste, dit-il simplement. Ils restèrent là un moment, épaule contre épaule. Deux personnes plus définies par la survie, mais par l'intention. Puis Maya dit,
Elijah va vouloir nommer le centre. James sourit, tant qu'il ne l'appelle pas Lucky. Ils rirent tous les deux. Cet après-midi-là, tous les trois marchèrent jusqu'au terrain juste à l'extérieur de la ville. Un espace calme bordé d'arbres et de fleurs sauvages. C'était autrefois le site d'une école, mais il était tombé en désuétude. « C'est ici que ça sera », dit James, pointant le champ vide. Elijah imaginait déjà des plans avec des bâtons dans la terre. « Il faut une pièce avec des poufs et des snacks, et peut-être un parc pour chiens. » James s'agenouilla à côté de lui. Marché conclu. Maya les observa à quelques pas, ses yeux attirés par l'horizon. Il y avait eu tant d'obscurité dans les mois précédents, tant de douleur, mais ça, c'était la lumière qui perçait. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Elijah tira sur la manche de James. « Tu vas vivre ici pour toujours maintenant. » James regarda Maya avant de répondre. « Si c'est d'accord avec toi et ta maman, j'aimerais bien. » Elijah hocha la tête, satisfait. « Cool, alors tu pourras m'aider à apprendre des tours à Lucky. »« C'est un travail à plein temps, » dit James. « Je ferais mieux de rester prêt. » Maya rit doucement. Cette nuit-là, après qu'Elijah se fut endormi, blotti contre Lucky, Maya et James s'assirent sur la véranda, sirotant du thé. « Tu ne vas vraiment pas repartir, » dit-elle, comme pour le confirmer une dernière fois. « Non, » dit James. « Je veux construire quelque chose de durable de mes propres mains. J'ai passé des années à construire des tours et des marques. Maintenant, je veux construire de la confiance. Et ce qu'on fait ici, ça semble être la première chose réelle que j'ai jamais construite. » Maya baissa les yeux sur le bracelet en argent à son poignet. « Tu penses que des gens comme nous peuvent avoir une vraie paix ou est-ce toujours temporaire ?» James prit sa main. « La paix n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on décide de protéger. » Ses yeux rencontrèrent les siens et, lentement, doucement, il se pencha. Leur premier baiser n'était pas dramatique, pas de feu d'artifice. C'était stable, le genre de baiser qui dit « Je suis là, je reste, et je te vois ». Quand ils se séparèrent, Maya murmura « Tu veux toujours faire ça, sachant que ce ne sera pas toujours facile ?» James posa son front contre le sien. « Je ne veux pas du facile, je te veux toi. » Et pour la première fois de sa vie, Maya se permit de croire en un toujours. Pas celui qui promet la perfection, mais celui qui choisit la présence, encore et encore. La cérémonie officielle de la première pierre pour le centre Whitmore pour la justice et les soins était prévue pour le samedi matin. Mais dès le jeudi, la nouvelle s'était répandue dans le comté comme une traînée de poudre. Les présentateurs des nouvelles locales étaient en effervescence. Un ancien milliardaire devenu activiste, James Whitmore a secoué tout, des conseils d'administration aux communautés rurales, avec son dernier projet. Mais Maya ne pensait pas aux gros titres. Elle se tenait devant le miroir dans sa chambre, ajustant le col de la petite chemise d'Elijah. Il faisait la moue à cause des boutons. « Pourquoi je peux pas porter mon t-shirt dinosaure ?»« Parce que c'est un jour spécial, » dit-elle, s'accroupissant pour rencontrer son regard. « Tu vas être sur scène avec moi. Ça fait de toi le chevalier le plus important du royaume. » Elijah plissa les yeux. « Faut que je parle ?»« Non, juste que tu souris. Et si tu es nerveux, regarde-moi. » Il hocha la tête solennellement. « D'accord, mais Lucky devrait venir aussi. » Maya sourit. « Il est déjà dans la voiture. » L'événement se tenait sur le même terrain qu'ils avaient visité des semaines auparavant. Maintenant, le champ avait été tondu et délimité par des chaises pliantes blanches alignées en rangées soignées, une scène temporaire et 2 grandes pancartes annonçant l'avenir du centre Whitmore. Un quatuor à cordes jouait doucement sous un auvent. Des food trucks bordaient le bord de l'espace. Les officiels locaux et les reporters se rassemblaient avec stylos, bloc-notes et caméras. Mais l'atmosphère n'était ni tendue ni performative. Elle était pleine d'espoir. Maya et Elijah arrivèrent juste avant 10 heures. James les accueillit à la voiture. Ils ne portaient pas de costume aujourd'hui, juste une chemise boutonnée, manches retroussées, et un air qui appartenait à un homme qui avait troqué les salles de réunion pour un but. « Vous êtes tous les deux magnifiques, » dit-il, soulevant Elijah dans une étreinte. « Prêt, champion ? Prêt à sourire ?» dit Elijah. Mais pas de discours. James Rhett. Marché conclu. Le maire ouvrit la cérémonie avec un bref discours. Puis le commissaire du comté monta sur scène pour reconnaître la transformation du terrain, remerciant le conseil, les donateurs et les visionnaires qui voyaient plus qu'un terrain vague. Puis ce fut au tour de James. Il se tint derrière le micro, s'éclaircissant la gorge une fois avant de parler. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je pourrais parler de plans, de budget ou de calendrier, mais je veux parler d'une seule chose.
la dignité. La foule se pencha en avant. Pendant trop longtemps, dit-il, la dignité a été un luxe, quelque chose que les riches et puissants pouvaient s'offrir, tandis que ceux qui travaillaient en silence, souvent dans nos maisons, restaient invisibles et inaudibles. Ce centre est pour eux, pour vous, pour chaque femme qui a gardé la tête baissée et la voix enfermée. Il se tourna, ses yeux trouvant Maya dans la foule. Et rien de tout cela n'aurait été possible sans Maya Williams. Son courage m'a changé, son histoire m'a réveillé, et sa force m'a montré que le vrai pouvoir ne réside pas dans les titres, mais dans la vérité. Les applaudissements polis se transformèrent en acclamations bruyantes. Elijah serra fort la main de Maya. James fit un geste vers le côté de la scène. « Maya, veux-tu monter » Maya hésita. Elle n'avait rien préparé. Elle n'avait pas prévu de parler. Mais elle n'avait pas non plus prévu de survivre à des abus, d'élever un fils seul, ou de se tenir ici avec l'homme qui représentait autrefois tout ce qu'elle méfiait. Pourtant, elle était là. Elle monta sur la scène sous une vague montante d'acclamations. Sa robe flottait dans le vent. Lucky aboya doucement depuis le premier rang. Elijah rayonnait. « Je n'ai pas de discours », commença Maya, sa voix ferme. « J'ai juste une vérité. » Le silence tomba. Pendant des années, j'ai cru que ma voix n'avait pas d'importance, que la justice n'était pas pour des gens comme moi, que le silence était le choix le plus sûr. Mais ensuite, quelqu'un m'a écouté. Et maintenant, je suis ici, non pas parce que j'ai escaladé quelque chose, mais parce que j'ai été tiré vers le haut par un but. Elle prit une inspiration. Ce centre ne concerne pas seulement moi. Il s'agit des milliers de femmes qui ont nettoyé vos cuisines, élevé vos enfants et sont rentrées chez elles avec des bleus que personne ne voyait. Il s'agit de créer un monde où le travail ne vous coûte pas votre dignité, où la justice ne vient pas seulement si vous pouvez vous la permettre, où survivre n'est pas la seule option. Un tonnerre d'applaudissements éclata, pas seulement du respect, mais de la révérence. Elle descendit de la scène et James la retrouva avec une étreinte. Pas romantique, pas mise en scène, juste entière. Elijah accourut, sa chemise sortit de son pantalon, et Maya le souleva dans ses bras. « T'étais tellement forte, maman, » murmura-t-il. « Toi, tu l'étais encore plus, » répondit-elle. Plus tard, après que la foule se fut dispersée et que les équipes de médias eurent remballé, James marcha avec Maya et Elijah à travers le champ silencieux. « Ils ont déjà commencé à programmer des consultations pour le centre, » dit-il. « 2 travailleurs sociaux, un thérapeute spécialisé dans les traumas. Je n'ai jamais vu quelque chose avancer aussi vite. C'est parce que les gens ont faim de justice, » dit Maya. « Ils n'avaient juste pas la recette. » James se tourna vers elle. « Tu la leur as donnée. » Elle haussa les épaules. « J'ai juste allumé le feu. » Il s'arrêta de marcher. « Je veux te demander quelque chose. Pas en tant que dirigeant de la fondation. Pas en tant que quelqu'un pour qui tu as travaillé. En tant que moi. » Maya cligna des yeux. « D'accord. » Il se pencha légèrement, posant une main sur son genou pour être à la hauteur d'Elijah. « Puis-je courtiser ta maman ?» Elijah regarda James, puis Maya, les yeux écarquillés. Genre, sortir avec elle, James hocha la tête. Comme lui apporter des fleurs, l'emmener dîner, être quelqu'un qui protège son cœur. Elijah réfléchit un instant. « Tu l'aimes ?» James leva les yeux vers Maya, puis revint à Elijah. « Oui, alors, d'accord, mais pas de bisous près des céréales. » Maya rit si fort qu'elle dut essuyer ses yeux. James se redressa, riant. Marché conclu. Maya le fixa, le cœur plein. « Tu lui as demandé en premier. » J'ai pensé que si je ne pouvais pas convaincre le chevalier, je n'avais pas à demander à la reine. Elle prit sa main, entremêlant leurs doigts. Pour la première fois, elle se permit de vouloir ouvertement, sans peur. Et pour la première fois, James ne semblait pas être un homme qu'elle avait survécu. Il était un homme qu'elle avait choisi. Parce que guérir, vraiment guérir, ce n'était pas effacer la douleur, c'était construire quelque chose avec elle. L'été s'intensifia, et avec lui vint un rythme que Maya n'avait jamais connu. La stabilité. Pas la perfection, jamais cela, mais la constance. Chaque jour, la maisonnette était remplie des rires d'Elijah, des battements frénétiques de la queue de Lucky, et du confort silencieux de savoir qu'elle n'avait plus à sursauter à chaque coup à la porte ou à cacher les bleus d'hier. Ses blessures avaient guéri. Pas sans cicatrices, mais avec du sens. James devint une présence constante dans leur vie. Pas comme un invité, pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui se présentait, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, de grandes et de petites manières. Il ne se contentait pas de construire des centres. Il aidait Elijah à apprendre à lasser ses chaussures. Il ne finançait pas seulement des programmes,
Il écoutait quand Maya se confiait sur les cauchemars qui la visitaient encore parfois dans l'obscurité. Et Maya, en retour, commença à désapprendre l'idée qu'elle devait tout porter seule. Un vendredi après-midi, Maya arriva sur le chantier du centre, un porte-bloc à la main, ses boucles relevées en un chignon haut, sa peau bronzée luisant de sueur et de détermination. « Mademoiselle William !» appela un contremaître. « L'inspection de la plomberie est passée. On est en avance sur le calendrier. » Elle sourit, le remercia et se tourna pour vérifier les mises à jour des plans. Ce qui semblait autrefois un rêve impossible était maintenant des murs, du béton, des câbles, du verre, un bâtiment qui survivrait aux gros titres et prouverait que la compassion pouvait être conçue. James la rejoignit quelques minutes plus tard, les manches retroussées, un casque de chantier à la main. « Regarde-toi » taquina-t-il. « Tu diriges le chantier comme si tu l'avais construit toi-même. » « Je ne l'ai pas construit, » dit-elle, « mais je l'ai rendu nécessaire. » Il hocha la tête, les yeux doux. « C'est ce qui te rend dangereuse. Dangereuse pour l'apathie, pour le silence, pour tout ce que je croyais autrefois suffisant. » Elle rit et lui tendit un second porte-bloc. « Alors prends un stylo, monsieur Whitmore. Tu as encore des mises à jour sur les cloisons à valider. » Ils marchèrent à travers les couloirs squelettiques de ce qui deviendrait bientôt des bureaux, des salles d'attente, des salles de classe pour enfants. Maya s'arrêta dans ce qui devait devenir le salon familial. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du soleil sur un banc mural. « Je veux que les enfants se sentent en sécurité ici, » dit-elle. Pas comme s'ils visitaient une clinique ou un tribunal, juste un endroit où ils peuvent être des enfants. James regarda autour de lui. « On s'en assurera. » Il hésita puis dit « Tu sais, j'ai réfléchi. » Des mots dangereux venant d'un homme avec un casque de chantier. Il sourit. « Que dirais-tu si je construisais une maison à proximité? Pour nous, une vraie. Pas juste pour les week-ends ou les photos, mais pour la vie. » Maya ne répondit pas tout de suite. Elle regardait par la fenêtre. « Tu ne me demandes pas d'emménager dans un de tes penthouses, » dit-elle en plaisantant. « Non, » dit-il. « Je te demande si tu me laisserais construire quelque chose depuis zéro. Pas pour impressionner, juste pour appartenir. » Elle le regarda, une chaleur grandissant dans sa poitrine. « Tu n'es pas encore fatigué de l'air de la petite ville ?» Il haussa les épaules. « Je pense que ça guérit quelque chose en moi. » Maya n'avait pas besoin de grands discours. Elle en avait entendu beaucoup auparavant. Ce qui comptait maintenant, c'était l'action. Et James, à son crédit, ne la pressait pas. « On en parlera », dit-elle. C'était sa façon de dire oui, éventuellement. Et il le savait. Ce week-end-là, James emmena Elijah camper. Juste tous les deux. Tente, bois de chauffage, guimauve. Maya les regarda faire leurs bagages avec un mélange de délices et d'incrédulité. L'homme qui ne savait pas faire cuire un œuf apprenait maintenant à assembler une canne à pêche avec un enfant de 5 ans. « Tu es sûr de ne pas vouloir de renfort ?» avait-elle demandé. « Lucky vient aussi », répondit James. « S'il y a un problème, je me dis qu'il est plus intelligent que nous deux réunis. » Maya rit, puis s'agenouilla pour embrasser Elijah. « Sois sage. »« Je suis le chevalier, tu te souviens ?» dit-il. Elle se tenait au bout de l'allée, les bras croisés, regardant la voiture disparaître au loin. Et puis, pour la première fois depuis des mois, elle était seule, mais pas solitaire. Elle se versa un verre de vin, mit du Nina Simone et prit un long bain. Elle ne nettoya pas, ne répondit pas aux messages. Elle existait, simplement, et cela suffisait. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une photo sur son téléphone. Elijah, couvert de guimauve collante, tenant un poisson de la taille de sa chaussure. James plissant les yeux dans la lumière du soleil, souriant comme un homme qui n'avait besoin de rien d'autre. La légende disait « Ton chevalier a terrassé son premier dragon. Tu nous manques. » Maya sourit. Ils construisaient en quelque chose, tous. Pas juste une famille, mais un héritage fait de petits choix honnêtes. Plus tard ce jour-là, alors que Maya parcourait le centre presque terminé, elle s'arrêta près du mur du hall, encore non peint, encore brut. Elle sortit un marqueur et écrivit en lettres majuscules soignées que personne ne soit invisible ici, MW. Parce que pour elle, c'était la mission. Pas d'être une héroïne, mais de s'assurer qu'aucune femme, aucun travailleur, aucun survivant n'ait à se battre dans l'invisibilité à nouveau. Et d'une certaine manière,
Cette vérité comptait plus que n'importe quel conte de fées qu'on lui avait vendu. L'ouverture officielle du centre Whitmore était dans 2 semaines. Dans la dernière ligne droite des préparatifs, chaque heure semblait se resserrer sous l'attente. Livraison à coordonner, bénévoles à former, communiqués de presse à approuver. Mais malgré le tourbillon, Maya naviguait dans le chaos avec grâce. Le but lui donnait de l'élan. La guérison lui donnait du carburant. Et James était différent maintenant. Pas simplement soutenant, mais stable, comme un homme qui s'était enraciné dans quelque chose de plus profond que les marges de profit ou le prestige. Un soir, après une longue journée d'inspection finale, Maya était assise sur la véranda, une couverture autour des épaules. L'air était frais, l'odeur de pain et de terre l'ancrant dans le présent. James sortit discrètement, portant 2 tasses de thé. « J'ai ajouté un peu de miel, » dit-il, lui en tendant une. « On dirait que tu as coaché une équipe de foot toute la journée. J'ai l'impression d'avoir coaché, » murmura Maya, reconnaissante pour la chaleur dans ses mains. Il s'assit à côté d'elle. Pendant un long moment, ils ne dirent rien. Puis James demanda « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? La nuit du gala. » Maya se tourna. « Quelle partie ? Que le silence était plus facile que de dire ta vérité. » Elle hocha lentement la tête. Il baissa les yeux sur sa tasse. « Je pense que j'ai vécu dans un autre genre de silence. Un silence bruyant, rempli de bruit, de distractions, de mouvements constants. Mais en dessous, je ne voyais rien, ni les gens, ni la douleur, ni même moi-même. Et maintenant, il la regarda, ferme. « Maintenant, je te vois. Je vois Elijah. Je vois ce qui compte. » La voix de Maya s'adoucit. « Je suis contente que tu sois restée. Je ne reste pas juste, dit-il. Je change. » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car elle le croyait. Le jour de l'inauguration du centre arriva sous un ciel teinté de bleu et d'argent. Les dernières touches avaient été terminées la veille. Les pancartes étaient accrochées, les chaises alignées, un petit jardin commémoratif planté dans la cour avec une plaque disant, à ceux qui étaient invisibles, que cet endroit leur donne une voix. Maya s'habilla simplement, pantalon en lin, chemisier blanc impeccable, et le bracelet phénix en argent qui était devenu son armure discrète. Elijah, tenant la laisse de Lucky, portait ses bretelles rouges préférées et un sourire édenté d'une dent de devant. L'événement attira plus de monde que prévu. Des centaines de la communauté, des officiels locaux, des groupes de défense, même des représentants de médias nationaux. Mais malgré la foule, l'ambiance restait intime, ancrée. Quand vint le moment de couper le ruban, Maya fut invitée à parler. Elle s'avança, des notes à la main, mais elle ne les lut pas. À la place, elle regarda les visages d'étrangers et d'alliés et dit « Bienvenue dans un bâtiment construit non pas de béton ou de verre, mais du courage de ceux qui ont refusé d'être oubliés. » Un silence s'installa sur la pelouse. Je croyais que ma vie serait toujours une question de survie silencieuse, de travail silencieux, de souffrance silencieuse. Et puis, un jour, quelqu'un m'a vu, m'a cru, et peu à peu, j'ai commencé à croire en moi aussi. Elle marqua une pause. Ce centre ne concerne pas seulement la justice. Il s'agit de dignité, des mères qui travaillaient à 3 emplois et ne pouvaient toujours pas payer le loyer, des femmes de ménage qui cuisinaient pour des enfants qu'elles n'avaient pas mis au monde, des femmes qui portèrent des bleus là où personne ne regardait. Sa voix ne tremblait pas. Nous ne sommes pas ici pour sauver. Nous sommes ici pour servir, écouter, nous souvenir et surtout, voir. La foule se leva dans une ovation debout, non pas parce que les mots étaient polis, mais parce qu'ils étaient vrais. Ce soir-là, tous les 3 rentrèrent à la maisonnette, épuisés mais comblés. Après qu'Elijah se fut endormi, Lucky blottit à ses pieds, Maya sortit pour respirer l'air du soir. Elle trouva James déjà sur la véranda, les mains dans les poches de sa veste, les yeux sur les étoiles. « Je ne pensais pas vivre une vie comme celle-ci, » dit-il doucement. « Quel genre de vie ? Une avec une vraie joie, pas des gros titres, pas des récompenses, juste une vraie paix. » Elle sourit. « Je ne pensais pas faire confiance à nouveau. » Il se tourna vers elle, la voix basse. « Ah, tu fais confiance ?» Maya ne répondit pas tout de suite. À la place, elle s'avança, plaça sa main dans la sienne et dit « Oui, pas parce que tu m'as réparé, mais parce que tu m'as laissé être. » Ils restèrent ainsi sous un ciel lourd d'étoiles, les mains jointes, pas parfaits,
pas sans passer, mais ensemble. Et pour Maya, c'était la plus grande justice de toutes. 1 an plus tard, le centre Whitmore se dressait fièrement sous le ciel d'été. Ce n'était plus un rêve griffonné sur des plans, mais un lieu vivant, bourdonnant de vie, de voix, de buts. À l'intérieur, les rires résonnaient dans les couloirs. Les enfants jouaient dans la salle d'apprentissage pendant que les conseillers et les défenseurs se déplaçaient entre les bureaux avec une urgence discrète. Le café dans le hall était toujours chaud. Les chaises n'étaient jamais vides. Et Maya Williams, elle était le cœur de tout cela. En tant que directrice des programmes, elle se déplaçait dans le centre non pas comme une patronne, mais comme une femme qui savait que chaque histoire comptait. Elle serrait dans ses bras les mères encore tremblantes après des visites au tribunal. Elle écoutait quand les mots sortaient brisés. Elle tenait les mains quand le silence criait plus fort que n'importe quel mot. Et chaque matin, elle passait devant le mur du hall où ces mots vivaient encore. Que personne ne soit invisible ici. Aujourd'hui était différent, cependant. Aujourd'hui, une organisation nationale à but non lucratif avait envoyé une équipe de documentaristes pour interviewer Maya et filmer le centre en action. « Nous avons entendu des choses incroyables sur votre travail », dit la jeune productrice, suivant Maya avec une équipe de caméras. « Si vous êtes d'accord, nous aimerions commencer par une visite de la cour familiale. » Maya les guida à l'extérieur, passant devant les tournesols plantés par Elijah et le premier groupe d'enfants qu'ils avaient aidés. Elle parlait simplement, jamais répétée. Quand nous avons commencé, j'avais peur que personne ne vienne, qu'ils aient trop peur, qu'ils restent silencieux comme je l'ai fait autrefois. La productrice demanda « Et maintenant ?» Maya sourit. « Maintenant, ils amènent d'autres personnes. Le silence s'est brisé et il continue de se briser chaque jour. » Pendant ce temps, à seulement 10 minutes de là, James se tenait dans la cuisine de la maison qu'il avait construite de toutes pièces. Elle était perchée sur une colline tranquille, entourée d'arbres, avec de grandes fenêtres donnant sur la vallée. Les murs étaient de ton terre doux, pas de trophées en verre, pas d'écho de salle de réunion, juste des dessins au crayon sur le frigo et une pile de livres sur une table d'appoint. Guides parentaux, poésie, théorie de la justice sociale et une copie écornée de La couleur pourpre. Il versa un verre de jus d'orange à Elijah et lui passa son sac à dos. « Tu as ta bouteille d'eau ?»« Ouais. »« Snack ?»« Ouais. »« Serment de chevalier ?» Elijah bomba le torse. « Protéger les innocents. Toujours dire la vérité. Partager les snacks avec ceux qui n'en ont pas. » James Ritt. « Bon gars. » Il regarda l'heure. « Oh, Maya a probablement fini avec les caméras maintenant. »« Tu penses qu'elle a pleuré ?» Elijah demanda. James sourit. « Probablement, mais juste un peu. » Ils se rendirent au centre ensemble, Lucky en copilote comme un garde de sécurité autoproclamé. Quand Maya les vit arriver, son cœur fit ce petit pincement qu'il faisait maintenant. Pas de l'anxiété, pas de l'appréhension, juste un rappel que la joie aussi pouvait être bouleversante. Elijah sauta de la voiture, les cheveux en bataille, le sourire plus large. « Maman !» Elle s'agenouilla juste à temps pour le prendre dans ses bras. « Hé mon garçon courageux, comment était le camp ?»« J'ai un nouvel ami, » dit-il fièrement. « Sa maman va venir ici demain. » Maya cligna des yeux. « Oh, vraiment ? Ouais. Elle a été blessée par quelqu'un, mais elle a dit à mon ami qu'elle voulait de l'aide maintenant. Alors j'ai dit, ma maman va s'occuper d'elle. C'est ce qu'elle fait. » Les yeux de Maya scintillèrent. Elle le serra un peu plus fort. « Tu as bien fait, bébé. » James s'approcha derrière eux, posant une main doucement sur son dos. « Un autre héros dans la famille ? » « Non, je les ai juste entraînés, » dit-elle, la voix tremblante. La productrice s'avança alors, continuant de filmer. « Maya, avant de partir, pouvons-nous vous poser une dernière question ?» Maya se tourna vers elle, hochant la tête. « Qu'est-ce que vous diriez à la femme que vous étiez autrefois, celle qui pensait qu'elle ne s'échapperait jamais ?» Maya marqua une pause. La cour devint silencieuse. Le soleil projetait de l'or sur le chemin. Elle regarda dans l'objectif, sa voix douce mais inébranlable. Je lui dirais qu'elle n'avait pas tort de rester. Survivre ne te rend pas faible, mais je lui dirais aussi qu'elle n'est pas née pour disparaître. Que sa voix, sa vérité, n'a jamais été trop petite. Elle n'avait juste pas encore trouvé la bonne pièce pour la dire. Elle sourit faiblement. Et je lui dirais, tu as réussi, et tu n'es plus seule. Ce soir-là, après le dîner, Maya et James s'assirent sur la véranda arrière pendant qu'Elijah jouait à l'intérieur, construisant une forteresse avec des coussins de canapé. Lucky ronflait à côté d'eux. James fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Maya haussa un sourcil. « Ne me dis pas !» Il rit. « Ah non, pas encore une bague. » Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une clé, à l'ancienne, en argent,
délicate. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est la clé du bureau à l'étage supérieur du centre, » dit-il. « On le nomme en ton honneur. La salle Maya William pour la restauration. » Elle se figea, sa gorge se serra. « James, ce n'est pas de la charité, » dit-il. « C'est un héritage. Tu n'as pas juste survécu, Maya, tu as reconstruit. Et je veux que chaque femme qui passe ces portes sache sur les épaules de qui elle se tient. » Des larmes montèrent à ses yeux. Cette fois, elle les laissa couler, car ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était la preuve qu'elle était arrivée. Alors que les étoiles s'allumaient au-dessus d'eux, Maya posa sa tête sur l'épaule de James. Le pendentif phénix à son poignet captait la lumière de la lune. Et quelque part en arrière-plan, Elijah cria « Lucky, ne fais pas tomber la tour !» Le monde était désordonné, inachevé, imprévisible. Mais il était à eux. Et après tout, c'était plus que suffisant. L'histoire de Maya William nous enseigne que la véritable force ne se trouve pas dans le silence, mais dans le courage de parler, de guérir et de reconstruire. Elle nous rappelle que la dignité ne devrait jamais être un privilège. C'est un droit. À travers la douleur, la persévérance et l'amour, le voyage de Maya montre que la justice commence non pas avec des systèmes, mais avec des gens qui choisissent de voir, de se soucier et de se tenir aux côtés de ceux qui ont été trop longtemps négligés. Son histoire est une révolution silencieuse, prouvant que même les débuts les plus brisés peuvent mener aux héritages les plus puissants.